Le pouvoir ne m'intéresse pas. La richesse ne m'intéresse pas. Ça sera retenu, hein? Vous pouvez le garder, Dans les madame. annales, dans 10 ans, 15 ans. Gardez-le. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Moi, Jean-François Kouassi, si je dois être président de la République, que le sang d'un seul Ivoirien doit couler, je ne veux pas, je renonce. Je ne veux plus être président. Ce que je reproche à nos doyens, c'est d'avoir travaillé méthodiquement à diviser les Ivoiriens, à mettre en avant la religion, l'ethnie, la région, la tribu. C'est mauvais pour une nation. Ça divise, ça fracture. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. Le changement arrive parce que des gens se lèvent. Si on ne manifeste pas le désir de changement, il n'y aura pas de changement. On ne naît pas avec l'expérience. L'expérience s'acquiert. Mais si on ne commence pas, peu importe notre âge, on ne sera jamais expérimenté. S'il y a délestage, il faut que le gouvernant aussi sache qu'il y a délestage. Là, quand il se lève le matin, il prend les mesures. Le problème. Il vient régler le problème. Oui. Mais s'il y a délestage seulement qu'à Bobo, Oui. et le gouvernant lui dort bien peinard, mais demain, il ne peut pas savoir qu'il y a eu un problème dans le pays. Mais si on a tous dormi dans des moustiques, demain, quand il se réveille, il sait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Kouassi, entrepreneur, citoyen engagé, qui a été notamment candidat à l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Figure du renouveau politique, il incarne une jeunesse ivoirienne audacieuse, décidée à faire bouger les lignes. Son slogan, « La jeunesse se lève », résume bien son engagement pour une gouvernance plus juste et plus transparente. Même après l'irrecevabilité de sa candidature, Jean-François a su marquer les esprits par son appel au calme et à la paix à travers une caravane qui a sillonné les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Visionnaire et rassembleur, il continue de porter la voix d'une génération qui veut transformer la Côte d'Ivoire. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Jean-François. Bonjour Edith. Comment tu vas? Très bien. Je suis toi-même? Très très bien. Je suis très content de te recevoir. Je dirais même que c'est un honneur de recevoir le président. C'est le titre donc, qui t'est donné un peu partout, sur les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire et à l'extérieur également. Tu es venu bousculer les codes. Tu as été candidat, comme je l'ai dit à l'entame donc, de cet épisode, tu as été candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Tu es venu avec audace aussi, rentrer donc dans le sérail politique, dans l'arène politique. On ne t'attendait pas forcément. Et puis là, tu es là, tu t'imposes. Comment tu te sens? Ça fait déjà plusieurs semaines, hein, au-delà du dépôt de candidature, de ta candidature. Donc, c'est à ce moment-là qu'on t'a découvert. Mais même avant ça, on t'a découvert sur le plateau télé de NCI où tu as annoncé fièrement que tu présenterais ta candidature. Et ce n'était pas une boutade. C'était pas une blague parce que tu l'as réellement fait. Tu as tenu tes engagements, tu as déposé tes dossiers et aujourd'hui, tu es là. Donc, dans ce nouvel épisode donc, du podcast des choses à dire. Et moi, je suis très contente de vous recevoir et je suis certaine que vous allez surtout vous régaler avec ces échanges qu'on aura, ces discussions qu'on aura avec Jean-François Kouassi. Donc, plusieurs semaines plus tard, après ton engagement, après les élections et surtout ta nouvelle vie d'homme politique, comment tu te sens et comment tu le vis? Alors, merci beaucoup. C'est une question assez pertinente qui me revient très souvent. Déjà, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui subissent, qui sont spectatrices, qui croisent les bras et qui attendent que les choses changent, bougent. Et il y en a d'autres qui se lèvent, qui décident, qui s'engagent et qui décident de changer les règles, de les faire bouger, de les bousculer, de les modeler, de les façonner, de les réécrire. Et je pense que je fais partie de cette catégorie de personnes. C'est nous qui faisons bouger le monde. C'est nous qui faisons changer les choses. C'est nous qui faisons changer le monde. Tu as beaucoup de retours, on va dire positifs. Hein. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux, je suis tes publications et tout. On va dire même que je suis une grande fan. Ah bon? Et je vois le nombre de likes que tu as, le nombre de commentaires positifs que tu as et tout. Est-ce qu'au-delà de cet engagement politique où tu veux apporter ta contribution à ton pays, tu ne sens pas une pression finalement? Oui, sincèrement, on dit oui, je suis sous pression. Je sens une forte pression. Beaucoup d'attentes? Beaucoup d'attentes. Et en même temps, je me dis, est-ce que je serai à la hauteur? Je me pose ces questions. Ça arrive à tout moment. Parfois, tard dans la nuit, je me pose des questions. Il y a cette pression-là d'être toujours droit,
de toujours rester ce modèle et de toujours continuer à inspirer ces jeunes Ivoiriens et un peu partout en Afrique qui m'appellent. J'entends leurs attentes, mais j'entends rester toujours correct pour qu'ils continuent de croire en moi, surtout au niveau des valeurs que j'incarne, les valeurs de sincérité, de générosité, d'humanisme, de transparence. Parce que JFK, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, qui est très franc et qui n'a peur de rien, qui ne sait pas cacher son ressenti. Tout le monde me dit, je ne suis pas hypocrite, parce que bon, pour moi, voilà, quand quelque chose ne va pas, on le dit, et puis bon, on avance, quoi. Donc, il y a cette pression de ne pas décevoir toutes ces personnes qui ont placé leur confiance, leur foi en moi. Donc oui, je suis sous pression. Tu sens la pression, mais tu gères la pression. Bon, j'essaie de la gérer, parce que après la tournure, l'envergure. En fait, ça te dépasse, oui, finalement. Ça me dépasse. Oui, il faut dire que ça me dépasse. Ça me dépasse parce que je ne m'attendais pas à une envergure aussi fulgurante. En si peu de temps, en étant record. Il faut dire que je suis sous pression. Mais tu as accompli beaucoup de choses déjà. Déjà, le fait de se lever et d'aller déposer, présenter sa candidature à la commission électorale indépendante. Et là, je vais revenir là-dessus. Tu as 32 ans. Oui. Et l'âge, on va dire pas l'âge autorisé pour en tout cas présenter son dossier candidature, c'est 35 ans. 35 ans. Sur quoi tu te basais en fait pour te dire, bon, ok, je vais quand même présenter ma candidature, sachant que je suis de 93, donc tu es né en 93, tu as 32 ans. Le 12 mai 1993. 12 mai, 12 mai. Mon fils, mon dernier, il est né le 13. Non, mon deuxième est né le 13 mai. Ça, ok. Le 12 mai, tu vois. Et tu as 32 ans. Sachant que l'âge minimum, c'est 35 ans, l'âge requis. Est-ce que tu savais que tu venais marquer un coup, faire un coup d'éclat? Parce que tu savais que forcément, ton dossier ne serait pas retenu. Tu venais faire un coup d'éclat déjà pour entrer. Tu avais une stratégie. Oui, c'était une stratégie, mais après, il faut dire qu'on a commencé à y croire. Parce que derrière, si vous voulez, comme je l'ai dit d'entrée, je suis de ceux qui font bouger les choses. Parce que si on ne manifeste pas le désir de changement, il n'y aura pas de changement. Bien sûr. C'est pas parce que le changement arrive parce qu'il doit arriver. Non. Le changement arrive parce que des gens se lèvent. Des gens décident qu'ils changent. Même si le changement doit arriver et que les gens ne sont pas prêts, il n'arrivera pas. C'est pour cela. Moi, je me suis levé. Je fais partie de ceux qui font bouger les choses, ceux qui bousculent les codes, ceux qui les font changer, ceux qui les réécrivent, ceux qui les façonnent. Donc, je me suis levé. Je dis, mais il faudrait qu'on fasse changer les choses. Et ça va dépendre de l'écho que ça aura auprès des populations, et aussi cela pourrait influencer les décideurs. Bien entendu, ça a eu un écho favorable au regard de toute cette ambiance qu'on a eue. Oui, effectivement. Et normalement, on a aussi entrepris des démarches auprès des clés des droits pour que, au nom de l'inclusion, on pourrait accepter une candidature juvénile de jeunes, d'autant plus que nous sommes en démocratie. Tu veux que l'âge requis, l'âge minimum requis, soit abaissé à 30 ans, par exemple? Je veux qu'il soit... Oui, je veux qu'il soit abaissé. Je veux qu'il soit revu à la baisse. La candidature, on l'a posée parce qu'on se dit, mais c'est vrai, la Constitution dit qu'il faut avoir 35 ans. Mais d'autant plus que nous sommes majoritairement jeunes. Plus de 70% de la population est jeune. Nous sommes la plus grande frange. Donc, et si, au nom de l'inclusion, on prenait une mesure dérogatoire, exceptionnelle, pour autoriser ne serait-ce qu'une seule candidature jeune pour représenter les jeunes? Parce qu'une élection aussi importante que l'élection présidentielle ne peut pas avoir lieu et il n'y a même pas un seul jeune qui part à la compétition. Oui. Ça envoie un mauvais signal. Mais pour que cela change, il faut aussi une manifestation de jeunes. Il faut que les jeunes aussi se manifestent. Il faut qu'ils éprouvent, ils émettent le désir du changement. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on a joué notre part. Et je pense que cela a été bien reçu auprès de la jeunesse
Et aujourd'hui, je suis très à l'aise, très heureux de savoir que je suis en train de paver le chemin, la voie aux jeunes, pour leur dire que nous aussi, on a notre place en politique. Nous aussi, on a notre place dans la gestion des affaires publiques de notre pays. Il s'agit de notre pays. Et si nous, on ne le fait pas, mais qui va le faire à notre place? C'est notre pays, il faut qu'on s'y implique et qu'on brave tout ce qui est comme stéréotype, tout ce qui est comme préjugé et qu'on change ce paradigme qu'on a de la politique et qu'on comprenne que la politique a une seule finalité, le bonheur de population. Exactement. Et la politique n'est pas ce que on nous a fait croire pendant longtemps. Les arrestations, les enlèvements, la violence, les brutalités. Que la politique est sale, par exemple. Que la politique est sale. Non, la politique, elle est noble. Et nous, moi, Jean-François Kouassi, avec mes équipes, avec mes compagnons de lutte, nous entendons insuffler, montrer, changer cette conception que les jeunes Ivoiriens, que les Ivoiriens même en général et la jeunesse en particulier, ont de la politique. Tu veux que les jeunes n'aient plus peur de s'engager en politique en Côte d'Ivoire? Oui. Voilà pourquoi nous sommes là. Jean-François Kouassi est là pour briser les codes, pour bousculer les règles, pour dire que la jeunesse a toute sa place en politique. Tu as senti qu'il y avait beaucoup de jeunes comme toi lors de la réunion donc d'information de la Commission électorale indépendante il y a quelques jours. Tu l'as senti, la présence des jeunes dans la salle? Ah bah oui, effectivement. Il faut dire même que 2 jours avant, j'avais lancé un appel. J'avais invité toute la jeunesse ivoirienne à se présenter à ces élections législatives et je les avais invités au rendez-vous avec le président de la CEI à la Tri-20. Et j'ai été très heureux de savoir qu'ils y ont répondu favorablement, massivement. Nombreux ont été ceux qui m'ont félicité à la sortie pour dire « Président, nous avons répondu à ton appel ». Et là, c'est une victoire, c'est une satisfaction personnelle. Parce qu'il est important que ceux qui nous gouvernent vivent nos réalités. Oui. Ceux qui nous gouvernent soient au plus près de nous et soient avec nous pour comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, pour comprendre nos problèmes, afin de mieux les porter et y apporter des solutions idoines. Mais quand ceux qui nous gouvernent ne sont pas avec nous, ils sont dans un autre monde, ils sont dans un monde déconnecté, dans un monde et nous sommes dans un autre. Oui. C'est sûr qu'ils ne pourront pas régler nos problèmes parce qu'il y a un fossé, il y a un écart. On gouverne pour qui? On gouverne pour le peuple. On gouverne avec le peuple. On gouverne dans le peuple. Parce que je pense que tu as dû le constater, après les élections législatives, lorsque les députés ont fini de demander l'adhésion des voix, l'obtention des voix de leurs électeurs et tout, peut-être très peu maintiennent ce lien avec leur électorat, par exemple. Parce que vous êtes censé être à l'Assemblée nationale, comme tu l'as dit, pour représenter donc, les voix du peuple, se battre donc, pour ce peuple, faire des propositions de loi en faveur de ce peuple. Mais peu d'entre eux gardent ce lien et surtout font des consultations certainement pour pouvoir écouter donc ce peuple et faire des propositions de loi dans ce sens. Est-ce que toi, lorsque tu seras élu député d'Abobo, tu vas garder ce lien avec les populations qui t'auront élu et porter leur voix régulièrement chaque semaine en les écoutant? Alors, merci beaucoup. Déjà, il faut dire que notre candidature ne sera pas à Bobo. C'est pas à Bobo. Ah, ça ne sera pas à Bobo? Oui, ça sera. Je voudrais me saisir de ce micro. C'est le moment. Ah oui, pour annoncer de manière solennelle et officielle que nous serons candidats à Cocody. Waouh! Cocody, c'est un bastion aussi, hein? Oui. Comme à Bobo. Oui, Cocody, c'est un bastion comme à Bobo. Mais je pense que plus tard, on va donner les raisons pour lesquelles nous venons à Cocody. Je m'apprêtais à te demander les raisons. Hein. Le plus important, c'est d'être élu à l'Assemblée nationale. Oui. Et de porter la voix de toute la population ivoirienne, de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que quand on est élu député, on est député de la nation. Et on défend tout le peuple dans son entièreté.
On n'est pas député d'une circonscription. C'est vrai qu'on se sert d'une circonscription pour accéder à l'Assemblée nationale, pour être élu, mais on n'est pas député d'une circonscription. Donc, je voudrais ici dire aux populations d'Abobo de ne pas le prendre comme une trahison. Oui, parce qu'ils vont se dire, tu es natif d'Abobo, pourquoi finalement tu laisses tomber Abobo? Qu'ils ne le prennent pas comme une trahison. C'est parce que, au regard de nos analyses et de nos calculs et du timing qui nous est donné, pour réunir les documents, il est très difficile. Jusqu'ici, parce qu'à Bobo, ce sont des listes de 6. Il y a 6 postes de députés à Bobo. Ce sont des listes qui passent. On ne peut pas aller en indépendant. Si on pouvait aller en indépendant seul, je vous assure que moi seul, je pouvais déjà. Moi seul, je raflais toutes les voix. Parce que ceux qui sont venus me voir, des chefs traditionnels, des guides religieux qui sont venus me voir, vous dites, notre fils en est fier parce que tu es d'Abobo, grâce à toi. Et grâce à toi, Abobo peut changer. Parce que tu es d'Abobo, tu es ma Bobo. Partout où tu passes, tu le dis, tu n'as pas honte, sans complexe. Tu le revendiques sur tous les plateaux télé que tu viens d'Abobo. Et on sent que tu aimes Abobo, tu es attaché à Abobo. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses pour Abobo. Mais le timing qui nous est donné pour réunir les documents est très court. Et il nous faut une liste de 6 personnes. On ne peut pas les réunir dans le timing qui est là. Oui. On aurait eu 1 mois, on aurait pu réunir ce time. On aurait pu avoir, c'est-à-dire toutes ces personnes pour compétir à Bobo. Sinon, à Bobo, c'est chez nous. Mais à Cocody, il y a 2 postes de députés. Okay. C'est plus facile. On va aussi en liste, mais c'est plus facile d'avoir 2 personnes que d'avoir 6 personnes. Donc, voilà pourquoi notre choix va porter sur Cocody. Un choix stratégique. Un choix stratégique dans le seul but d'être élu, de rentrer à l'hémicycle pour continuer à défendre tout le peuple dans son entièreté. Et c'est qu'on va faire de différent. Madame Edith, le député a pour mission de voter des lois, de contrôler l'action gouvernementale. D'être un contre-pouvoir. Oui, de contrôler l'action gouvernementale, de consentir l'impôt et de défendre les intérêts du peuple, porter la voix du peuple, parler des problèmes du peuple, défendre les plus faibles, défendre les ménages vulnérables. C'est le rôle premier du député. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais tout le peuple ne peut pas être à l'Assemblée nationale. C'est pour ça la loi, la Constitution qui est notre loi fondamentale, donne le droit au peuple d'élire des représentants pour aller porter sa voix, pour continuer à parler pour elle. Et c'est ce qu'on entend faire. Donc, le député, il a une mission qui est sacrée, celle de défendre les intérêts du peuple. Vous voyez, dans des parlements où on se bagarre. Oui. En Europe de l'Est aussi, surtout. Oui, ça se bagarre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des enjeux de l'intérêt du peuple, de l'intérêt de certaines personnes. Il s'agit de protéger le pouvoir d'achat de certaines personnes vulnérables. Et ça, c'est important. Oui. C'est pour ça que les discussions sont passionnées. C'est ça. Parce que c'est des questions sensibles. Vous comprenez? Oui. Un homme sans pouvoir d'achat, vous voyez, il ne peut pas vivre dans la dignité. Quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre en charge. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger. Et d'autant plus que moi, JFK, je me suis érigé contre le contrôleur des prix, contre le défenseur des droits des plus faibles. Et je suis engagé contre la cherté de la vie. Parce que j'entends protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Donc je pense que l'Assemblée nationale, c'est la tribune idéale pour faire des propositions de loi et bloquer tous les projets de loi. Oui, ça, on peut compter sur toi, oui. Tous les projets de loi qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Oui. Tous les projets de loi qui veulent dépouiller le peuple de leur pouvoir d'achat, qui veulent les mettre dans la précarité. Et ça ne marchera pas avec moi. Peut-être que mes collègues députés ne vont pas m'aimer, mais si le peuple m'aime, ça suffit. C'est pour le peuple que je suis là. Ouais. Je suis là pour défendre ses intérêts. Et ça, c'est ma mission première. Et ça, je ne saurais transiger avec cela. Parce que je suis né à Bobo derrière Rail, j'ai grandi dans la misère, dans la précarité. Je sais ce que ça fait de passer une journée sans avoir 500 francs. Peut-être que pour une personne qui touche beaucoup comme un député, il peut trouver cela aberrant. Est-ce qu'une personne peut passer une journée sans avoir 500 francs pour manger un garba? Mais moi, je vous dis, oui, Madame Edith, il y a des personnes qui passent des journées sans avoir 500 francs pour manger un garba. Donc, quand vous avez grandi dans un tel milieu,
mais vous n'avez pas la même manière de voir le monde. Vous n'avez pas le même regard. Vous n'avez pas la même conception du monde, ni des choses. Quand vous parlez toujours, vous parlez par rapport aux plus faibles. Vous parlez en faveur... Parce que vous savez d'où vous venez. Bien sûr, vous parlez en faveur des personnes les plus vulnérables. J'aime les riches parce que ce sont les riches qui nous amènent, nous les pauvres, à travailler dur, à nous élever dans l'échelle sociale. Par contre, je déteste les voleurs. Je déteste les voleurs, pourquoi? Parce que nous sommes dans une société organisée où le seul moyen pour se faire une place dans la société, c'est le travail, c'est le mérite. La méritocratie. La méritocratie. Et nous, les pauvres, nous, on compte sur notre travail, notre intelligence pour se faire une place dans la société. Mais quand il y a des personnes qui ne respectent pas ces règles, eux, ils passent par des artifices pour devenir riches, ils biaisent les règles, ils détruisent les fondements de la société. Et ça, JFK n'est pas d'accord. Donc, quand je serai élu député, Madame Edith, si les dieux me prêtent longue vie, je vais remettre chacun à sa place, selon ce qu'il mérite. Oui, je vais lutter beaucoup plus pour les personnes plus faibles, de sorte à ce qu'ils aient au moins... Un porte-voix. Oui, un porte-voix. Et aussi, ils aient cette possibilité de pouvoir s'élever dans la société. Parce que c'est important. Oui. C'est important. Je sens qu'on aura de grandes joutes oratoires à l'hémicycle, grâce à toi, qu'on aura un hémicycle dynamique. Et c'est vrai que certaines sessions sont retransmises en direct, certaines, hein. Peut-être qu'il y a des auditions de ministres et autres. Certaines sont retransmises sur Facebook, donc sur la page Facebook de l'Assemblée nationale, aussi le Sénat, donc la Chambre haute. Mais je sais qu'avec toi, de la manière dont tu as dit que tu allais bloquer certains projets pour les challenger, je sens que ça va être très, très, très intéressant. Et franchement, je te souhaite de gagner. Cocody, parce que c'est ton choix. Oui. C'est ton choix stratégique. Tu as parlé de... Et ça, c'est revenu dans l'actualité. Hein, c'est ce qui fait ton actualité aujourd'hui. Tu t'es insurgé aussi sur les avantages du député ivoirien. On va revenir rapidement sur ces avantages. Oui. Globalement, 3 millions de francs CFA par mois, 10 millions de francs CFA de primes d'installation, 2 500 000 francs environ par trimestre. Bien sûr, l'assurance santé, ça c'est normal aussi. Passeport diplomatique, une voiture importée sans taxe. Donc, il peut faire venir une voiture importée sans payer de taxes. 1 million de francs CFA par mois après son mandat. Oui. Et puis, l'immunité totale. Oui. Dans tout ce que j'ai cité, qu'est-ce qui te dérange et pourquoi? Déjà, je pense que le poste de député est un service public. Ça ne doit pas être perçu comme un moyen d'enrichissement personnel. Parler au nom du peuple est un honneur. C'est un sacerdoce. Parler au nom des plus faibles, au nom des personnes qui n'ont... qui ne savent pas à qui se confier. C'est une mission divine. Donc, un député doit comprendre qu'il est d'abord investi d'une mission divine. Ça ne doit pas juste être un tremplin dans la carrière de quelqu'un. Ça ne doit pas un tremplin financier. Ça peut être un tremplin pour monter des grades. L'ascenseur, oui. Mais pas un tremplin financier. Parce que on ne peut pas demander au peuple, à nos concitoyens, de faire des efforts, pendant que nous-mêmes, qui sommes les gouvernants, nous n'en faisons pas. La charité bien ordonnée commence par soi-même, le dit un célèbre dicton. Donc, il est important, au nom de la solidarité nationale et de l'exemplarité républicaine, que les députés eux-mêmes revoient le salaire à la baisse. C'est un acte de solidarité, c'est un acte non seulement qui vise à restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Parce que, au regard des choses, on a l'impression que la méfiance de nos populations vient du fait qu'ils se disent ces gouvernants, ils s'arrogent tous les droits, ils s'arrogent tous les privilèges et ils nous laissent dans la misère. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous, nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce que nous voulons. Il faut que leur niveau de vie soit un peu plus proche, soit conforme à ce
à celui de la majorité de leurs concitoyens. C'est ainsi qu'on peut donner le bon exemple. Vous voyez, c'est seulement de cette manière qu'on peut restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Parce qu'on gouverne pour le peuple, on gouverne avec le peuple, mais quand on n'a pas les mêmes réalités, quand on ne vit pas les mêmes difficultés, quand on n'a pas dormi tous, s'il y a des lestages, il faut que le gouvernant aussi sache qu'il y a des lestages. Là, quand il se lève le matin, il prend les mesures, il vient régler le problème. Oui. Mais s'il y a des lestages seulement qu'à Bobo, oui. et le gouvernant lui dort bien peinard, mais demain, il ne peut pas savoir qu'il y a eu un problème dans le pays. Mais si on a tous dormi dans des moustiques, demain, quand il se réveille, il sait. Mais il sait que ses concitoyens ont dormi dans des moustiques. Il faudrait y prendre des mesures adéquates. Et c'est urgent. Parce que se battre pour le bonheur de tous. Se battre pour le bonheur de tous. Donc, je voudrais qu'on revoie à la baisse le salaire des députés. Qu'on le revoie à la baisse de manière drastique. Quand tu dis drastique, tu penses à combien environ? Moi, je voudrais le rendre conforme au salaire des professeurs d'université. Bon, je veux qu'on abaisse le salaire des députés pour le fixer à 1 million de francs CFA. Ça te fait beaucoup d'ennemis. Hein? Bah oui, je sais que je ne serai pas beaucoup aimé. Mais vous voyez, Madame Edith, moi, je ne suis pas vraiment attiré par tout ce qui est bling, 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 bling. Non, par l'argent, par le pouvoir. On va te dire, Jean-François, tu dis ça au début, mais dans 10 ans, est-ce que tu diras la même phrase lorsque tu seras confronté à la réalité du pouvoir et à la réalité des avantages qu'offre? J'ai toujours été porté par ce désir inextinguible de donner, d'aider ceux qui sont autour de moi. Il y a eu un moment de ma vie où je pouvais quitter Abobo, venir m'installer à Cocody. Mais j'ai voulu rester auprès des miens. Voilà, pour continuer à les aider, ces jeunes que je vois désœuvrés, qui sont là, et chaque matin, très souvent, qui comptent sur moi. Ah, Dieu Père, prési, on va voir le prési, on va manger. C'est ça. Je me sens chez moi. Et c'est ce qui donne un sens à ma vie. Pouvoir être utile aux gens, aux autres. Et certaines personnes, quand je suis apparu sur la scène, certaines personnes pensent que je suis un parvenu. Non. C'est un sacerdoce, c'est une mission. Je pense que c'est une mission que Dieu m'a confiée. Parce que tous les hommes politiques qui viennent et qui s'élèvent au plus haut niveau, c'est Dieu qui les place. Donc je pense que c'est Dieu qui m'a placé là pour aider les Ivoiriens parce que le pouvoir ne m'intéresse pas. La richesse ne m'intéresse pas. Ça sera retenu, hein? Vous pouvez le garder. Dans les annales, dans 10 ans, 15 ans. Gardez-le. Okay. Gardez-le. Je pense que ce sont ces valeurs qui ont manqué à beaucoup de nos hommes politiques. C'est pour ça que la société se porte si mal. Vous comprenez? Nous sommes dans une république et ce qui est important, le plus important, ce sont les valeurs. Dans la république, le plus important, c'est la vertu. Ce sont les valeurs. Mais on dit souvent qu'il y a un dicton qui dit souvent que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait quand la situation l'oblige ou quand la situation change. C'est vrai que les idéaux sont importants. C'est ce qui fait un homme. C'est ce qui fait sa valeur. Mais la politique est égoïste. Surtout le pouvoir, il est très égoïste. On voit souvent des hommes politiques, je prends Obama, même Macron, en tout cas, ils étaient jeunes. Ils sont rentrés dans le moule du pouvoir. Mais tu vois comment le pouvoir a accéléré parfois certains, les cheveux blancs, la vieillesse, le stress et tout. Il y a des choses peut-être qu'ils se sont dit qu'ils ne feraient jamais, qu'ils ne diraient jamais quand ils n'étaient pas encore à cette place. C'est-à-dire au pouvoir. Et il y a des compromis qu'ils ont dû faire une fois dans la real politique, comme on dit, des décisions qu'ils ont dû prendre à leur corps défendant contre leurs valeurs à un moment donné dans l'exercice du pouvoir. Comme je te disais, tu le vois en dehors, en train de faire sa campagne, jeune, fringant et tout, mais une fois qu'il rentre dans le pouvoir te mange, t'absorbe. Si tu ne fais pas attention, tu es rongé par le syndrome de hubris qui te fait perdre pied. Et pour ça, certains sont prêts à tout, peut-être pour garder le pouvoir et tout. Est-ce que tu penses que tu garderas toujours ces valeurs dans 10, 20 ans? Parce que le Jean-François Kouassi, qui aura 40 ans dans quelques années, il t'attend là-bas et il te regarde. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est
ce sont les valeurs. Et encore, sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Tous les hommes sont corruptibles. Et tous les hommes ont un côté, ont une faiblesse. Mais avec l'aide de Dieu, j'espère rester toujours droit. J'espère. Je le souhaite. Je souhaite rester toujours droit. Parce que ce serait un peu, si vous voulez, un peu prétentieux de dire que je ne vais pas changer. Je souhaite ne pas changer. Je veux pas changer. Je souhaite que Dieu lui-même, il m'aide à ne pas changer. Parce que nous sommes dans un monde plein de tentations, plein de pièges. Donc, Dieu lui-même qui m'a mis en mission, je sais qu'il veillera. Sinon, moi, j'ai des valeurs. Et des valeurs avec lesquelles je ne transige pas. Par exemple, j'ai beaucoup de respect pour la vie humaine, pour la dignité humaine. C'est ce qui fait que même quand on m'insulte, je reste calme. Parce que je dis peut-être, la personne qui m'insulte, peut-être qu'elle traverse c'est-à-dire une mauvaise passe, un mauvais moment, elle a des problèmes. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi. Je ne juge pas tout de suite. Vous savez, pourquoi je ne vais pas changer? Parce que je ne me suis jamais fait du souci pour moi. Je m'inquiète toujours pour les autres. Pour moi-même, non. Si nous sommes dans une salle qu'il y a quelqu'un à sacrifier pour que tous les autres soient en vie, c'est moi. Je me donne moi-même. En fait, je ne sais pas, peut-être que je suis fou. Ou peut-être que je ne sais pas. Mais c'est comme ça que j'ai toujours été. J'ai toujours eu peur pour les autres. Moi, je n'ai pas peur. Tout de suite, si quelqu'un se blesse dans cette salle, j'aurais souhaité que ce soit moi qui sois blessé. Je ne supporte pas la vue du sang. Encore plus celle des autres. Je n'aime pas voir quelqu'un qui souffre. Mais si moi-même je suis blessé à la maison, ça arrive. Quand ma petite amie se blesse, la mère de mes enfants, je suis dans tous mes états. Mais quand moi-même je suis blessé, je suis moins stressé. C'est comme ça. Je veux porter la douleur des autres. En fait, tu as une grande intelligence émotionnelle et également tu es très empathique. On le perçoit. Parce que le fait de dire que tu te préoccupes plus des autres que de toi-même et que tu serais prêt à te sacrifier pour tes idéaux, ça dénote d'un grand engagement pour les autres, pour la communauté. Oui, effectivement. Une très grande intelligence émotionnelle. Parce que tu as dit quelque chose, tu reçois des railleries, des insultes, des moqueries, tu essaies de te mettre à la place de l'autre. Et ça, je le fais souvent aussi. Tu essaies de te mettre à la place de l'autre, donc l'empathie, pour te dire, c'est vrai qu'il m'a insulté ou bien qu'elle m'a insulté, qu'elle s'est moquée de moi, mais certainement qu'elle vit quelque chose de difficile, mais qu'il vit quelque chose de difficile. Et il projette sa peur, il projette sa douleur sur moi. Peut-être que je représente quelque chose qui ne pourra jamais être. Et ça, c'est très, très fort ce que tu viens de dire. À la base, je suis sociologue. Vous comprenez? On a étudié à l'université les comportements des individus dans la société, les systèmes de relations. Pourquoi tel individu réagit ainsi? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi les relations se créent? Pourquoi tel est avec tel et il n'est pas avec tel? Donc, on a cette capacité de comprendre un peu, de comprendre les gens. C'est ce qui fait que les gens souvent me reprochent d'être froid, d'être calme ou là où on me manque de respect. Je dis non. De un, mon éducation ne permet pas de surréagir, de me mettre en colère en public. Justement. Comme ça. Et de deux, montrer ma colère, ce serait une victoire pour c'est montrer ta faiblesse. La personne en face. Et de trois, l'homme n'est que le fruit de son environnement, de ce qu'il vit. Donc, si la personne réagit ainsi, c'est parce qu'elle vit telle situation. Et si elle était dans un autre environnement, est-ce qu'elle aurait réagi ainsi? C'est pour ça que j'ai le jugement très difficile. Je ne juge pas vite. Non. Je veux que les gens me jugent, mais moi, je ne juge pas. Je ne juge pas, madame. Parce qu'on prend un enfant d'Abobo, un jeune d'Abobo, et on lui dit, ah, bah, comme il fume la drogue, ah ouais, non, il n'est pas, ouais. Et puis on se met à dire tout et n'importe quoi. Mais il aurait eu la chance d'un enfant de Cocody. Ça aurait été peut-être différent. Il aurait été peut-être le fils
le fils d'un ministre, d'un haut gradé, d'un haut cadre du pays, ça aurait été différent. De même qu'on prend un enfant au Soudan, qui est né dans la guerre, qui ne connaît que la guerre, et on prend un enfant en Côte d'Ivoire, on les met les deux, et on dit « Ah non, l'enfant du Côte d'Ivoire, il est trop intelligent par rapport à celui du Soudan. Ah non, lui, il est brillant. Ah non, lui, si, franchement, l'autre côté, ce sont des nuls-là. » Non, je ne suis pas d'accord avec cette manière simpliste de juger. Voilà pourquoi, partout où je passe, je dis « Je suis chanceux. » Mais je suis chanceux de naître dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on est en paix. Peut-être que si j'étais dans un pays qui était en guerre, j'aurais moins la gueule pour avoir l'occasion de passer sur les plateaux télé. Donc, vous voyez la différence? Est-ce que l'enfant qui est au Soudan, il a eu la même chance que celui qui est en Côte d'Ivoire, qui est en paix? Non. Avant de juger, il faut prendre beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et comme nous sommes dans une société où les gens refusent de réfléchir, d'aller plus loin, donc tout de suite, ils ont le jugement facile. Oui. Tout de suite. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il est très difficile. Vous pouvez même maîtriser un sujet et aller à l'examen flashé. Bien sûr. Les premiers des classes, très souvent, ils flashent à l'examen. Pourquoi? Tant la pression est énorme, la peur de décevoir lui fait perdre tous ses moyens. Et ça, c'est psychologique. Il faut qu'il soit préparé. Quand il échoue à l'examen, on dit « Ah, même le premier des classes, vous ne comprenez pas. » Parce que l'environnement dans lequel tu vis compte. Les situations que tu vis ça compte. Et quand il pense qu'il ne doit pas décevoir papa, ni maman, tout le monde, donc toute cette pression le fait serrer. Ça. Et puis, il flash pour un sujet facile, un sujet qu'il a bossé. Il a décanté des sujets plus difficiles, mais pour le petit sujet, il passe à côté. La pression est énorme. Ouais. Et c'est souvent ce qui arrive. Mais les gens derrière ne comprennent pas. Tout de suite, ils vont dire « Oh non, c'est nul là, il trichait. » Non. Mais il faut avoir un autre, c'est-à-dire un autre regard. Il faut avoir un certain sens de la critique pour arriver à comprendre qu'il a flashé là parce qu'il était trop sous pression. Et c'est ce qu'il a fait flasher. C'est donc qu'il était préparé, prêt, mais la peur de décevoir l'a fait passer à côté. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui sont l'objet de jugements, de railleries faciles. Tu as une grande sagesse. Merci, madame. Et je te demanderais, par ricochet, comment tu réagis à toutes ces personnes, je pense qu'il y a eu aussi l'objet de débats, qui disent qu'il faut avoir de l'expérience pour s'engager en politique. Il faut avoir un bagage technique pour pouvoir prétendre parler à l'hémicycle, aller à l'hémicycle et tout. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Je leur dirais que pour parler à l'hémicycle, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros bagage. Les règles pour rentrer à l'hémicycle sont simples. Il n'est écrit nulle part qu'il faut avoir un bagage. Ça veut dire que l'hémicycle est ouvert. Normalement, l'hémicycle même devrait être ouvert à certaines personnes de la société civile qui exercent dans des activités, de sorte qu'ils soient associés à l'adoption des lois, ils soient associés au débat. Et je le dis, je suis en train de travailler dessus. C'est une série de propositions de loi que je vais soumettre. L'hémicycle doit être ouvert. À l'hémicycle, c'est le lieu où se fait le débat. C'est le lieu où on discute de la vie de la nation. C'est quand on est d'accord, on soumet au président, lui l'exécute. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important que les personnes pour qui on prend les lois, les personnes que les lois vont impacter, soient associées à la discussion. On sait que les Ivoiriens ne s'intéressent pas forcément à tout ce qui se passe, tout ce qui est débattu au sein de l'Assemblée nationale, le Sénat. Pourtant, c'est retransmis en direct sur les réseaux sociaux, de temps en temps, en tout cas. Comment tu vas faire pour les intéresser, pour intéresser les Ivoiriens à ce qu'ils se préoccupent de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui est débattu, des lois qui sont votées pour eux à l'Assemblée nationale? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une question de confiance. Vous savez, la crise de la confiance, c'est un sujet très délicat. C'est une question très importante. Pourquoi les Ivoiriens se sont détournés de la politique? Mais ils n'ont plus confiance au système. Ils n'ont plus confiance en ces acteurs. Mais on va aller assister à un débat où les acteurs qui y sont ne nous inspirent pas confiance. C'est inutile. Mais vous avez vu, vous-même, vous l'avez dit, mais depuis l'arrivée de JFK,
voyez que les gens s'intéressent un peu plus à certaines choses. Mais quand JFK va leur dire, mais écoutez, on a un débat sur le prix de votre pouvoir, sur le prix de vos denrées, on a un débat sur ceci, sur cela. Mais ils savent que JFK est leur porte-parole, est leur défenseur. Et JFK attire leur attention sur un sujet qui les concerne directement, qui touche leur pouvoir d'achat directement. Ils viendront, vous verrez que ça va changer. Ça va changer. Tout est une question de la restauration de la confiance. Et la confiance qu'ils ont aux acteurs politiques. C'est en cela que JFK est l'alternative crédible. Et ce nouveau personnage en qui les Ivoiriens veulent placer leur confiance. Sinon, ils ont commencé à placer leur confiance. Ils se disent, mais celui-là, il peut parler pour nous. Oui. Il peut parler en notre nom, en toute transparence, en toute liberté. Il peut nous dire les choses telles qu'elles sont. Il peut nous parler sans filtre. Il va nous l'expliquer dans des termes simples. Il y a aussi ça, parce que souvent, c'est tellement très technique que lorsque tu regardes le document, pour une personne lambda, un citoyen lambda, il n'a pas envie de se farcir des documents, il ne va rien comprendre dedans, alors que toi, tu seras là pour leur expliquer en des termes simples. Effectivement, parce que l'objectif de la communication, c'est de passer un message. C'est que vous soyez compris. Alors, je veux leur expliquer comment les choses marchent dans leur langage, dans leurs expressions, dans des termes aussi simples et limpides. Et c'est ça aussi qu'ils apprécient. Donc, JFK au Parlement, ça sera différent. Et ça sera dynamique. Dynamique. Dynamique, parce que là, les jeunes comprendront qu'ils y ont leurs intérêts. Le peuple comprendra que, attention, nous avons nos intérêts et il faudrait y aller, participer au débat. Il faudrait s'y intéresser. Oui. J'ai envie de te lire rapidement le modèle de démocratie directe suisse, qui est un exemple aussi. Oui. Et que j'apprécie bien. Et j'ai perçu ça dans certains de tes propos, dans certaines de tes allusions. Donc, la démocratie directe, c'est la particularité suisse. Donc, les citoyens peuvent voter plusieurs fois par an. Hier, je regardais un documentaire sur ça. En moyenne, les Suisses votent 4 fois par an. Donc, ils peuvent accepter ou refuser une loi. C'est-à-dire, c'est les citoyens suisses qui peuvent accepter ou refuser une loi. Ils peuvent proposer eux-mêmes une nouvelle loi, c'est-à-dire une initiative populaire. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever pour dire « je propose une loi ». S'il obtient plus de 50 000 signatures et tout, ça peut être maintenant discuté à l'Assemblée, on va dire. Et en plus, le peuple a un pouvoir direct, pas seulement les politiciens. Et rapidement, pour terminer, il y a le Conseil fédéral qui est le gouvernement. Il y a 7 ministres. Donc, c'est très, très, très petit. Ils dirigent ensemble le pays. Donc, c'est plusieurs cantons. Pas de président tout puissant. Tu parlais d'être au même niveau et tout. Le président change chaque année. Juste pour représenter le pays. Il est là à titre honorifique. Honorifique, c'est ça. Et c'est un gouvernement collégial basé sur le consensus. Il faut que je souligne quelque chose. La Suisse a l'un des... Sinon, le niveau de vie... le plus élevé. Le plus élevé. Ah voilà, vous avez dit c'est le plus riche au monde. Justement, le SMIC, en Suisse, il est de plus de 4 000 euros. 4 000 euros, ça représente combien en Côte d'Ivoire? C'est énorme. On a plus de 3 millions. Justement. Vous voyez, dans des pays où la démocratie est une réalité, vous voyez quand chaque citoyen est vraiment engagé, quand les choses sont faites dans la transparence, vous voyez comment les richesses sont mieux redistribuées. Et surtout, c'est un pays qui n'a pas de ressources minières, qui n'a pas de sous-sol et tout. Non, pas ça. La Suisse est le pays des banques. Et qui produit le chocolat. Là où coule le miel et le chocolat. Exactement. C'est un pays chocolatier. Je pense que c'est un grand partenaire financier de la Côte d'Ivoire. C'est un grand partenaire en termes d'importation. Ils ont beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire ici. Donc, vous voyez, quand les choses sont faites dans la transparence, quand tous les citoyens sont impliqués et quand tout le monde est au même pied d'égalité, où on peut demander des comptes directement à nos représentants. On n'a pas peur de leur demander des comptes. Bien sûr. Et où si le représentant ne voit pas cela comme une offense, une insulte. Ou bien comme une menace. Comme une menace. Vous voyez? Et quand ça se passe comme ça, mais on ne peut qu'être à l'aise. Tout le monde ne peut qu'être à l'aise. Regardez
Combien de personnes, combien sont ces pays européens, ces ouvriers qui émigrent vers la Suisse, tant le niveau de vie, il est élevé. La Suisse a atteint un niveau de développement, je pourrais dire, achevé. C'est-à-dire, ils ont atteint comment ça se dit, le plafond. Ouais. Tout est fait dans la transparence, où l'être humain, le citoyen, il est mis au cœur de tout. Tout ce qu'on fait, c'est pour le citoyen. Mais si tout ce qu'on fait est pour le peuple, pourquoi on vote des lois sans consulter le peuple? Et pourtant, nos députés ici sont payés. On leur verse des primes pour aller expliquer les lois qu'ils votent à l'Assemblée nationale au peuple. Mais combien reviennent, si ce n'est que chaque 5 ans, quand ils ont besoin de nous solliciter pour encore avoir notre suffrage et passer? Et disparaître. C'est cette manière de faire la politique que moi, Jean-François Kouassi, j'entends changer, j'entends révolutionner. Et je pense que si les jeunes aujourd'hui y croient, si le peuple y croit, c'est parce qu'ils savent que c'est cette manière de faire la politique, c'est cette démocratie participative, cette démocratie où on consulte le peuple, on lui demande, parce qu'on est là pour lui, on est là pour le servir. Donc, c'est toujours mauvais de prendre des lois sans le consulter. C'est toujours mauvais. Tu as compris aussi, on en parlait en off, tu as compris aussi comment fonctionne l'Ivoirien. Quand tu es arrivé sur la scène, déjà, ton intervention sur le plateau de NCI, donc, qui était une émission spéciale ce jour-là, dédiée aux jeunes. Oui. Et tu t'es levé, tu as pris la parole. Merci à M. Diarasouba. On le salue. Oui. Bonjour, grand frère Ali. Et tu as pris la parole. Et après, tu as eu toutes ces interventions qui ont suivi de ta part. Oui. Tu as compris que l'Ivoirien aussi, pour mieux le capter son attention, ça passe par l'humour. Peut-être un peu de dérision aussi, d'autodérision aussi. Est-ce que tu penses que ils le perçoivent? Ils perçoivent que c'est peut-être une approche de ta part d'utiliser un peu ce ton simple. Parfois, on est sur du second degré pour attirer leur attention. Est-ce qu'ils le comprennent? On a étudié un peu les Ivoiriens, leur psychologie. On a vu que les Ivoiriens, ils sortent de plusieurs années de crise. Ils sont traumatisés. Vous voyez? Donc, leur désintérêt, leur désamour pour la politique, ça s'explique par le fait qu'ils soient traumatisés. Ils ont vécu trop d'événements, donc tout ce qui est trop sérieux ne les intéresse pas trop. Aussi, on a capté leurs moyens de communication. Donc, on a élaboré une stratégie de communication qu'on a essayée. Je pense qu'elle a un peu marché. Elle a beaucoup marché, hein? Ah bah voilà, mais c'est ça, parce qu'il faut trouver les termes simples pour parler aux Ivoiriens. Il faut montrer que tu es avec eux, tu es imprégné de leurs problèmes, de leur situation, de leurs difficultés, de leur quotidien. Et vous voyez, sur le président Gbagbo, à qui je veux rendre hommage, pour qui j'ai beaucoup de respect, si vous voyez que les gens l'adulent, parfois certains disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais les gens aiment ce qu'il dit. Il comprend le langage des Ivoiriens. Et quand il parle, les gens sont contents. C'est un tribun hors pair. Il parle tranquillement. Et souvent avec un peu d'humour. Vous voyez, quand il parle, on vient l'écouter et il parle, il fait un peu rire, et puis il passe son message. Ce dont les gens rient, les gens retiennent. Et ça, c'est une technique de communication. Ce dont les gens rient beaucoup, ils le retiennent. Et facilement, sans forcer. Est-ce qu'il y a un homme politique de ton jeune parcours? Est-ce qu'il y a un ou des hommes politiques, ou pourquoi pas des femmes politiques que tu as observées et qui, d'une certaine manière, ont forgé ta culture politique, sur lesquels tu t'es inspiré? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, Houphouët-Boigny, Henri Konan-Bédier, Laurent Gbagbo, Robert Guéhi, Alassane Ouattara, chacun a une particularité. Chacun a une particularité. Je les apprécie tous. Tu les as étudiés? Même dans les prises de parole? Dans les prises de parole, un petit peu. Ils m'ont tous inspiré d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, il y a une seule chose que j'y reproche à eux tous, hein, c'est le fait de n'avoir pas réussi à amener les Ivoiriens à parler d'une seule voix. Parce que chaque président qui s'est
qui est passé à la tête de notre pays a donné le sentiment à son groupe ethnique. D'une manière ou d'une autre. Hein, démocratie tribale. Oui, voilà. D'une manière ou d'une autre, il a donné ce sentiment de supériorité à son groupe ethnique. À telle enseigne que nos artistes même en ont, c'est-à-dire ils en ont parlé, ils s'en sont moqués dans des chansons. Si telle ethnie n'est pas présidente, telle ville ne sera pas développée, telle ne sera pas. Non. Et quand tel régime arrive, il y a un groupe ethnique qui dit « c'est nous qui sommes là, c'est notre temps ». Quand tel arrive, les autres disent « c'est notre temps ». Ah, vous avez fait votre temps, c'est notre temps. Ouais. Quand tel arrive, c'est notre temps. Moi, je dis que tout ça, c'est mauvais. Parce que c'est tout ça qui a contribué à fracturer notre société. C'est tout ça qui a contribué à diviser davantage les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une mosaïque. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 60 ethnies. La Côte d'Ivoire, ce sont les Bété, Baoulé, Djoula, Gouro. C'est toute cette diversité. Les métissages. Pluralité, ce métissage qui fait la Côte d'Ivoire ce qu'elle est, qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. Donc, je dis, moi, Jean-François Kouassi, quand je serai au pouvoir, quand j'arriverai au pouvoir en 2030, les Ivoiriens parleront d'une seule voix. Ils diront, on ne dira plus dorénavant que c'est le temps des Baoulés, des C'est pas parce que tu es Kouassi qu'on va te voter. Oui. Je suis certes Kouassi, de mon père, Kouassi Baoulé, de Dimbokro, de ma mère du Nord. Ma mère s'appelle Koulibaly Djenebou, qui je rends hommage. Bonjour, maman. Oui. On ne dira pas que Jean-François Kouassi est le candidat du Nord. Non, c'est le président du Nord. Le Nord est là. Non. Et les Baoulés aussi ne diront pas que non, c'est notre fils, c'est notre temps. Non. On dira que Jean-François Kouassi est le président de tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens diront, c'est notre temps. La preuve en est que les jeunes m'appellent de partout. Vous avez vu qu'on a réussi à fédérer tous les jeunes. Oui. À telle enseigne que on ne parle même plus d'ethnie. On ne parle même plus de religion ni de région. Moi, je rentre partout. Moi, je rentre partout. Je suis en accord avec tous les jeunes, tout le monde. Vous comprenez? C'est cette nouvelle dynamique, cette nouvelle manière de faire la politique que nous, les jeunes, Jean-François Kouassi entend insuffler à la jeunesse. Parce que ce que je reproche à nos doyens, c'est d'avoir travaillé méthodiquement à diviser les Ivoiriens, à mettre en avant la religion, l'ethnie, la région, la tribu. C'est mauvais pour une nation. Ça divise, ça fracture. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, figurez-vous qu'un ministre de la République m'appelle et me dit « Je suis le candidat de sa fille ». Ah oui, sa fille, elle a quel âge? Elle a 10 ans. La génération Z et la génération Alpha, parce qu'elle a 10 ans. Il y a la génération Alpha et la génération Z. Ton électorat bientôt. Ah bah bien sûr. Lui, il est ministre de la République, Ouais. ministre du président Alassane Ouattara. Ouais. Et lui, sa fille, elle dit « Je suis son candidat ». J'en ai rigolé et puis je lui ai dit « Mais c'est normal. Si vous, le président Ouattara est votre président et elle a choisi son président JFK, mais où est le problème ?» Ouais. Et on en a rigolé, on s'est marré. Mais vous comprenez un peu? Vous voyez comment est-ce qu'on a réussi à dépasser certains clivages, un certain niveau d'origine. Lui, il est ministre, il travaille pour la République, il est ministre, il a le chef qui est le président. Mais sa fille dit « Je suis son candidat ». Est-ce que vous voyez le niveau de dépassement qu'on a atteint? C'est ça. C'est ce qu'on va réussir à faire avec Jean-François Kouassi. Parce qu'on va s'élever au-dessus de toutes ces considérations, je dirais, voilà, primitives, toutes ces considérations qui ne nous honorent pas, qui nous tirent vers le bas. On doit parler nation, nation. Et Jean-François Kouassi, quand j'ai annoncé que j'étais le candidat de la jeunesse, certains ont cru que c'était réducteur. Bien au contraire. Qui tient les enfants tient aussi leurs parents. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des parents qui disent « Mais on ne vous connaissait pas, grâce à nos enfants, on vous connaît, mais nous sommes prêts à vous voter ici si vous venez à Cocody parce que nos enfants vous aiment bien. » Vous voyez? En fait, tu vas réussir à mobiliser les jeunes pendant ces élections législatives. En tout cas, à Cocody, je pense que tu vas beaucoup les mobiliser. Les nouveaux majeurs, la génération Z, oui, qui fait l'actualité en ce moment un peu partout dans le monde. Oui. Et au-delà de ça, tu as parlé tu as mis le doigt sur quelque chose. Oui, démocratie tribale, on l'a hérité aussi un peu d'Oufou. Hein. Après, tout a suivi. On n'a jamais eu de transition pacifique aussi, malheureusement. Et depuis ces années, oui, on essaie de trouver une solution pour la réconciliation nationale, Mais je pense qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, avec cette génération Z, dont mes enfants font partie, la génération Alpha aussi,
qui va être majeur dans 10, 20 ans, il n'y aura plus cette question de réconciliation nationale parce qu'ils n'auront pas grandi avec les fractures, Bien. les douleurs de leurs grands-parents, de leurs parents. Bien. C'est une génération qui vit avec Internet, qui voit ce qui se passe partout dans le monde, qui a d'autres préoccupations, qui peut décider du jour au lendemain de démissionner de son travail parce que ça ne l'arrange pas. Pas comme nos parents ou bien nous, même quand ça ne nous plaisait pas, on restait quand même dans ce travail. C'est une génération qui passe à autre chose rapidement et qui veut bien vivre, qui veut vivre heureuse également. Et donc, les clivages tribaux et tout, c'est une génération qui sera, on va dire aussi difficilement manipulable, mais qui voudra vivre dans un pays en paix. En paix, surtout. Surtout. Et ça, tu as touché du doigt. Si on a autant de difficultés avec la réconciliation nationale, il y a aussi ce passé qui suit encore cette génération, qui est peut-être vers la fin aussi, d'une certaine manière. Et toi, tu es peut-être avec d'autres comme toi, d'autres jeunes. Quand je pense à toi, je pense aux chroniqueurs aussi, à Lamine, à Mohamed Nour Diarra et cette nouvelle génération de jeunes dynamiques qui a de la vision pour son pays. On voit la Côte d'Ivoire de demain avec vous et on est confiant parce que nous, quand on sera vieux, vous allez nous occuper de nous en votant des lois pour les retraités, pour créer des meilleures conditions de vie pour les retraités et tout. Une fois que tout ça est mis en place, que tout est dit et que tu as cette vision claire et les législatives où tu auras ton siège et ensuite en 2030 où tu as la vision donc pour cette candidature à l'élection présidentielle de 2030, tu te prépares, tu t'apprêtes et moi je suis très confiante pour toi. S'engager en politique, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. On te voit sourire, on te voit être à l'aise aussi dans tes prises de parole et tout. Tu es bien, tu es bon en exercice oratoire, en art oratoire. Ça, franchement, je tiens à te féliciter pour ça. Au-delà de ça, comment ta famille le vit? Tu as parlé de ta compagne. Oui. Vous avez des enfants. Comment elle a pris quand tu as décidé de t'engager en politique? Vous avez combien d'enfants déjà? 2, j'en ai 2. Ah, ils ont quel âge et quel âge? 4 ans et 7 ans. Ouh, c'est 2 garçons, 2 filles? Non, une fille et un garçon. Je suis chanceux. Ah, oula, c'est chou ça. Oui, la plus grande, c'est Diamant, ma fille. Diamant? Oui, il l'appelle Diamant. Ah, c'est beau! Waouh! C'est mon Diamant. Et l'autre, le dernier, c'est David. Mon premier s'appelle David, mon premier fils. Wow, c'est fou. Il a 4 ans. Ouais, il s'appelle David. Alors, quand elle a su, enfin, elle me connaît, elle sentait ça. Voilà. Et déjà, je suis engagé. Il y a une chose que je ne dis pas très souvent, mais j'ai milité 10 ans dans un parti politique. Un grand parti. J'ai suivi un débat où tu n'as pas voulu dire le nom du parti. Et je ne dirai pas. Le parti a déjà trop de problèmes, je ne veux pas en rajouter. D'accord, je vois. Ah ouais, justement. Je vais demander la couleur, mais bon. Non. Donc, j'ai fait au moins 10 ans dans un grand parti politique. Donc, j'ai occupé des fonctions, des hautes responsabilités dans les instances de jeunesse. Donc, elle savait déjà mon engagement politique. Et aussi, au niveau communautaire, je suis engagé. Dans mon environnement, je suis celui qui rend le plus visite. Je m'assure que tout le monde va bien. Parce que quand je suis là, même mes grands frères, c'est comme si j'avais ce rôle paternaliste. De protecteur. C'est-à-dire, je pense que tous les autres sont faibles, c'est moi qui dois les protéger. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, c'est ça. Tu as le syndrome du sauveur? Sauveur. Bon. Puisque tu as envie d'aider, de protéger les autres, de prendre une balle pour les autres. Oui, je peux le faire. Un peu le syndrome du sauveur. Oui, peut-être. Donc, je me dis, c'est ce qui fait que je rends toujours visite à mes grandes sœurs, mes grands frères. Je vais m'assurer, surtout mes grandes sœurs, je vais m'assurer qu'elles vont bien dans le foyer. Quand je vais toujours, je suis présent. Je dis, mais il faut que je m'assure qu'au moins tout se passe bien ici. Voilà, il faut que aussi vos maris sachent que vous avez des frères qui vous suivent de près, de sorte qu'ils ne se permettent pas de faire n'importe quoi. Quand ils voient au moins une présence de la famille tous les jours, voilà, juste venir vous saluer, partir, pas tous les jours, mais de manière
un peu régulière. Voilà, et ça au moins, souvent, ça impose un respect pour dire que celle-là, sa famille tient à elle, elle est importante dans sa famille. C'est pas comme on vous a abandonné. Vous voyez un petit peu. Je suis celui qui veut m'assurer que tout le monde va bien. Donc, madame le sentait un peu déjà, Oui. cet engagement politique. Quand tu lui as dit, le jour même ou bien le soir même, ma chérie, je vais être candidat à l'élection présidentielle 2025. Elle était inquiète parce que elle sait quel teigneux, quel tenace je suis. Quand j'ai une idée, si je ne l'ai pas... Tu lâches pas? Non, on le sait. Quand ma mère a dit, ah là, c'est parti. Elle sait. Vous savez, quand j'ai rejoint le lycée, j'ai dit que je voulais parler anglais. J'ai parlé anglais. J'ai été le meilleur élève de tous les lycées modernes. Waouh. Ah, mais je parlais mieux anglais que français. Quand les gens pensent que souvent, ils se disent, mais Gracie, non. Je parlais tellement anglais que je devais réapprendre à parler le français. Donc, souvent, c'est ce qui a fait que ça a modifié ma manière de parler. En fait, j'étais tellement à l'aise en anglais. À l'aise, tellement à fond. Mais quand les Américains viennent, mais c'est moi, on prend. J'étais toujours à l'ambassade des États-Unis ou soit à l'American Corner. J'étais un peu partout. Et quand ils viennent, c'est avec moi que je suis. J'étais président du club d'anglais. J'étais le chairman. Oh. Bah oui. Wonderful. Thank you. Donc, ça fait que quand je veux quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver. Peut-être que la présidence, c'est un gros challenge. C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé. Mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Parce que je suis déterminé, j'ai la volonté. Est-ce que je voulais dire, pour ce qui est du poste de député, le plus important, ce sont les valeurs et la volonté de servir. Pourquoi je dis ce sont les valeurs et la volonté de servir? On peut avoir un beau programme. Combien de personnes avaient des bons programmes, avaient les compétences, mais la volonté de faire changer les choses n'ont pas accompagné. Et quand il n'y a pas de volonté, vous pouvez avoir tous les rudiments, rien ne va changer. Ouais. Et comme je le pense aussi dans notre pays actuellement, par exemple, avec les concours d'entrée à la fonction publique, avec beaucoup d'opacité dans la corruption dans beaucoup de secteurs, je pense que c'est un manque de volonté. Parce que quand les ressources sont là et on ne fait pas ce qui doit être fait, c'est quoi le problème? C'est un manque de volonté, c'est tout. Donc, on peut avoir le plus beau programme, on peut avoir le plus beau discours, mais si la volonté de faire changer les choses n'y est pas, rien ne va changer. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Par contre, on peut être très peu qualifié. On peut être même le dernier. Et on a une équipe entourée, on a la volonté, on a notre vision. On dit les choses doivent changer et les choses changeront. Parce que tout est une question de choix, de décision. Et de volonté. Et de volonté. Il y a madame dans ta vie. Vous vous connaissez depuis combien d'années? 10 ans. Waouh! C'est quoi, depuis la fac ou... Non, on n'a pas fait la fac ensemble. Ok. C'était au quartier, c'était... Oui, au quartier. Faut dire oui, au quartier, dans des circonstances. Il faut dire qu'au départ, on ne savait pas ce que ça allait donner. C'est toujours comme ça. Très souvent, les belles histoires, on vogue comme ça dans l'inconnu, voilà, sans vite s'emballer. Souvent, les choses qui nous arrivent, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas trop. C'est vrai. Voilà. Je le confirme. Justement. Et bon, on ne savait pas qu'est-ce que ça va donner. Et puis voilà, aujourd'hui, nous y sommes, 10 ans. C'est ton âme sœur? Je dirais que oui, parce qu'elle me comprend beaucoup et surtout, elle me fait beaucoup confiance. Et ça c'est très important dans tout ce que je fais parce que ça me motive derrière. Avoir une personne qui vous fait confiance, avoir aussi une équipe qui croit en vous, malgré tout. Ils sont là dans le studio. Hein. Ah ouais, ils sont là, malgré tout, qui vous poussent, malgré tout, qui est là, qui vous booste, malgré les hauts, les bas, le lendemain, qui a toujours l'énergie de dire, président, on fonce, on s'en va. Et président, ce qu'on a commencé, il faut qu'on termine, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et vous voyez, c'est cette nouvelle manière de faire les choses qu'on veut montrer aux Ivoiriens, parce qu'on les respecte. Au-delà de tout, on les aime et on les respecte. Parce que, pourquoi je pense que nos députés sont déconnectés de nos réalités et ils ne peuvent pas suffisamment représenter les Ivoiriens? Non seulement il y a ce manque de respect, à l'exception de quelques-uns qui respectent les Ivoiriens, dont Assalé Timoko, honorable. C'est ça, parce qu'ils se dévoient des redevabilités. Oui. Mais les gens te confient leur argent, viens leur expliquer comment ça se passe, ce ne sont pas des chiens. Oui. Ah oui, ce sont tes concitoyens. Et
Vous êtes égaux. Ils ont le droit de savoir ce que vous faites de leurs finances. Et c'est ça. Va vers eux pour leur parler, pour leur expliquer ce que vous en faites. Où chaque centime va. Et quand c'est comme ça renforce la confiance. Les Ivoiriens sont plutôt chauds. Ils sont pressés, enthousiastes de payer leurs impôts. Parce qu'ils savent que quand ils paient les impôts, cet argent leur est reversé dans telle infrastructure, dans tel service public, dans telle chose. Et quand c'est comme ça, mais on n'a pas besoin de poursuivre un Ivoirien pour qu'il paie ses impôts. Parce qu'il sait qu'il paie ses impôts parce que ça aide son frère qui est de l'autre côté. Même si lui, ça ne l'aide pas directement, mais son frère qui est au village, là-bas, il sait que ça l'aide peut-être à couvrir sa CMU, sa couverture maladie universelle. Il sait que ça l'aide quelque part à payer ses médicaments. Ouais. Mais c'est important. Mais voilà pourquoi chez les Blancs, la sécurité sociale marche beaucoup. Parce que celui qui paye, même s'il n'en a pas directement besoin, il sait que ça aide l'autre. Et ça aide à contribuer à moins de misère dans la société. C'est la solidarité. La solidarité nationale, la sécurité sociale. Voilà pourquoi, tout le temps, quand ils viennent parler aux gens, ils viennent parler à leur peuple, ils viennent leur expliquer les choses. Parce qu'ils les respectent. Parce qu'ils savent que sans eux, ils ne peuvent pas, ils ont besoin de leur assentiment, de leur consentement, de leur suffrage. Mais il faut leur expliquer ce que vous voulez faire pour eux. Viens vers eux. Allez les trouver dans des gloglos. C'est même aussi aller voir les Jassaman, les Blackis, les Brobrosseurs. Allez voir les Gbakaman. Allez voir les ouvriers à la zone industrielle. Allez voir ces Brobrosseurs, ces instituteurs, ces professeurs, ces mamans même au marché pour comprendre quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Allez voir même les vendeuses d'attiéké, les vendeuses de spaghettis, de panini. Mais tous celles-là, elles font partie de la société. Et leur vote est autant valable que le vote de le technocrate qui est assis dans un bureau climatisé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais il faut les respecter, ces personnes. Et même ces filles qu'on traite de juristes de busy, mais va parler avec elles. Il faut aller leur parler. Ouais. Pour comprendre ce qui les a poussés à s'adonner à de telles activités et pour essayer de les comprendre. Et je pense que c'est ça le rôle d'un homme politique, c'est ça le rôle d'un député. Et non, ce n'est pas celui qui reste derrière un but de sa personne condescendant et qui se met à porter des jugements sur ces populations. Parce qu'il sait dire que aller les voir même déjà, c'est se rabaisser. Non, c'est pas comme ça que je conçois la politique. Parce que c'est ça. La politique, c'est fait des sacrifices. La politique, c'est servir. La politique, c'est être au service des autres. La politique, c'est s'humilier, se rabaisser. Et comme on le dit en anglais, aux États-Unis, un fonctionnaire, on dit civil servant. Civil servant. En Angleterre, on dit public servant. Exactement. C'est-à-dire, c'est le service public. C'est ça. Donc, c'est un travailleur du service public, en fait. Effectivement. Qu'importe le poste de responsabilité qu'il a, il travaille pour le service public. Il est là en mission. Et toi, tu l'as compris. Et tu vas incarner ces valeurs de service public et de redevabilité pour les populations qui t'auront donné leur voix. Bien sûr. On a parlé de ta compagne parce qu'un homme politique, c'est ça. Hein? Oui. Les valeurs qu'il incarne sont matérialisées par son noyau aussi familial. C'est ça. Tu as ton noyau familial nucléaire, donc avec tes 2 enfants, madame. D'ailleurs, par rapport à madame, moi qui suis une fan aussi, on n'a pas trop compris à un moment donné. On a tous pensé que on l'appelait la première dame. Mais on a vu au Primut la première dame. Oui. Donc, c'est l'occasion de faire une mise au point pour expliquer exactement qui est qui. Voilà. Alors, celle qui me suit partout, les gens disent elle me suit comme mon ombre. C'est elle qui me met les idées en tête. Effectivement, ils n'ont pas trop tort de ce côté-là parce que c'est une grande stratège, une sociologue. Ah oui, justement, sociologue et très posée, très calme, réservée. Et comment elle s'appelle? Madame Zaïda Kouakou. Ok, enchantée. Zaïda Kouakou. Et il faut dire que elle, c'est ma directrice des cabinets. Ok, très bien. Donc, c'est elle qui t'accompagne régulièrement, en fait. Et il y a eu cette méprise des Ivoiriens qui sont tellement chauds. Ils ont pensé que c'était la première dame. Oui, c'est la directrice des cabinets. Et il faudrait que aussi, je disais aux Ivoiriens qui s'habituent à avoir beaucoup de femmes autour de moi, parce que dans notre équipe aussi, moi, je suis féministe.
Très bien. Salut-moi. Bah oui, il faut le dire. Voilà. Donc, toutes les femmes qu'ils verront dans notre équipe n'ont pas ce rôle d'accompagnatrice seulement. Non, c'est des femmes qui ont des idées. Des universitaires. Ce sont des universitaires qui apportent leurs idées, qui contribuent à notre lutte, à notre cause commune. Et c'est des femmes qui sont à part entière membres de l'organisation qu'on est en train de mettre en place. Ce sont des proches collaboratrices. Elles n'ont pas seulement ce rôle de... J'aime pas trop je voudrais pas qu'on les réduise à des simples accompagnatrices ou soit à des rôles c'est-à-dire escort girl. Non. Ce sont des femmes qui ont leur place à part entière et qui l'ont pleinement mérité, qui ont des idées, qui sont calées sur certains sujets. Oui, et ce sont ces femmes qui m'encadrent. Et qui vont apporter leur contribution lorsque tu vas faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et tout à fait. Ces femmes travaillent à la rédaction de certaines propositions de loi qu'elles soumettent au président. Vous comprenez? Le président, c'est une équipe. C'est toute une équipe. Et moi, je crois en l'égalité des chances. Donc, il faut que les Ivoiriens s'habituent à avoir plus de femmes autour de moi et dans notre équipe. Parce que je donne la place qu'elle a leur aux femmes. Parce que les femmes ont du potentiel. Si on part sur la base d'égalité, les femmes nous battent dans la société. Ah oui, je vous le dis, les femmes sont plus fortes que les hommes. Ah, tu as 100 points comme ça avec moi. Ah, les femmes... 100 voix. Ah, les femmes, elles sont plus habituées à la douleur. Oui. Et les femmes, elles encaissent... bien sûr. Oui. Mais un simple... Chaque mois, on saigne. Mais et puis on a mal. Justement, chaque mois, vous saignez et vous avez mal. Et ça, vous apprenez à vivre avec ça pendant très longtemps, pendant une grande partie de votre vie. Mais moi, je vous assure que la dernière fois, un petit mal de ventre, mais j'ai cru que je m'en allais. Tu vois ça. Ah, mais bien sûr. Tandis qu'une femme, chez vous, c'est récurrent, c'est mensuel. Chaque mois, vous avez des douleurs au ventre, vous supportez et vous tenez. Demain, vous êtes debout. Ouais. Et vous enfantez, vous accouchez, vous êtes forte. On n'a pas de congé menstruel. Vous voyez, justement, et dans mon équipe, je suis en train de travailler dessus avec l'équipe féminine qui m'accompagne, mais je travaille à ce qu'il y a une proposition de loi qui donne des congés menstruels aux femmes. Et même dans les écoles publiques, quand on donne gratuitement des vanillas, excusez-moi si le terme il est vulgaire. Oui, les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques. Et ça s'est fait au Ghana. Ah bah voilà. Et dans d'autres pays. Et pourquoi, si ça s'est fait au Ghana, pourquoi la Côte d'Ivoire qui a plus de ressources, plus de moyens, pourquoi on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut le faire. Nous sommes en train de travailler dessus, de sorte que les femmes aient des congés hygiéniques, même dans le système éducatif. De sorte que, parce qu'il y a certaines dont les cas sont un peu plus délicats. Mais surtout à l'intérieur du pays, les jeunes filles, il y a on parle de précarité menstruelle. Oui. Tout ça est englobé de la précarité menstruelle. La jeune fille qui ne peut pas aller à l'école parce qu'elle n'a pas l'argent, ses parents n'ont pas l'argent pour lui acheter des serviettes hygiéniques. Donc, elle saigne dans son vêtement. Et c'est des réalités que beaucoup de femmes, de jeunes filles vivent, ce qui les éloigne de l'école, peut-être de l'université et tout. Quand quelqu'un ne comprend pas ou bien les hommes ne comprennent pas, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que les femmes vivent et ils ne peuvent pas voter des lois. Mais c'est en cela que vous avez besoin. C'est en cela que les Ivoiriens ont besoin d'un député qui connaît vraiment les réalités. Parce que vous allez dire à quelqu'un qui touche 3 millions par mois, mais qu'il y a une jeune fille quelque part dans un village perdu de peut-être Bangokro, qui est le village de mon père, à Dimokro, qu'elle n'a pas eu, les parents n'ont pas eu 500 francs pour lui acheter une serviette hygiénique. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre cela. Ouais. Mais par contre, moi, JFK, je le sais, Jean-François Passé, je le sais. Et je sais que des personnes qui sont dans ce cas de cette jeune fille sont nombreuses. Ces personnes sont nombreuses. Et il faut vraiment que ça fasse l'objet d'une loi qui soit débattue à l'Assemblée nationale. Et même les femmes qui sont en prison, qui vivent la précarité menstruelle. Oui, effectivement. Et quand je parle de cette société inclusive, cette société égalitaire, cette société humaine que je veux construire, c'est de ça que je parle. Il faut qu'on apprenne à remettre l'individu, l'homme, au centre des choses. Il faut que même nos lois, tout ça soit humanisé. Mais ici, on n'a pas des personnes qui sont déterminées, qui ont la volonté, la motivation de porter ce projet. Il ne peut pas aboutir. C'est pour cela que je me suis décidé à m'inscrire en droit, parce que je veux reformer notre système. Mais j'ai appris aussi que pour reformer un système, il faut faire partie du système. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai besoin de cette
connaissance, de cette texture, de cette, je veux dire, base en droit pour pouvoir réformer notre système. Sinon, nous avons beaucoup de propositions, madame. Et je pense que le rôle d'un député, c'est d'être à l'écoute de toutes ces personnes, même quand on les trouve, même quand on les trouve peut-être pas dignes de notre écoute, mais il faut aller vers ces personnes, parce que c'est pour elles qu'on est là. Et tu fais bien. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi, de t'écouter. Tu as beaucoup de sagesse et tu dis des choses qui touchent, comme tu le dis, le citoyen ivoirien, les réalités du citoyen ivoirien. Et j'espère en tout cas, et je crois que tu atteindras tes objectifs. Je l'espère aussi. On a parlé de ta compagne, ta famille nucléaire, mais tu as tes parents. Je pense que certainement, le Jean-François Kouassi que tu es aujourd'hui, avec cette assurance, cette audace, cette détermination, tu as dit que tu étais teigneux et tout, tu le tires de l'un de tes parents ou bien de tes deux parents. Comment ils sont? Comment ils t'ont élevé pour que tu deviennes cet homme? Bref, je sais pas de qui je tiens ce caractère, parce que, bon, peut-être que je dirais de mes deux parents, parce que aussi, réussi, malgré les difficultés, à élever des enfants. Nous sommes 5. Bon, j'ai ma grande sœur qui est décédée en 2021, paix à son âme. Maintenant, nous sommes 4. Parce que réussir... Combien de garçons et de filles? 3 garçons et une fille maintenant. On était 3 garçons, 2 filles. Okay. Une fratrie de 3 garçons, 2 filles. Mais il y a ma grande sœur qui s'en est allée en 2021. Donc, je peux dire que cette ténacité, cette abnégation, obstination, cette détermination, je la tiens de mes deux parents, parce que réussir à élever des enfants à bobo, surtout derrière rail, dans des conditions très difficiles, où il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses. Où on peut tomber dans la facilité. On peut tomber tout de suite dans la facilité, on peut tout de suite rejoindre un groupe, aller dévaliser, aller braquer, aller voler, aller faire des choses, aller vendre, fumer, aller fumer un joint, aller faire des trucs. Mais on n'a pas, ils ont réussi quand même à nous canaliser. Avec aussi l'aide de Dieu. Non, ils n'étaient pas rigoureux. Ils étaient rigoureux à certains points. Mais quand je dis, ils étaient rigoureux à certains points. Mais en même temps, beaucoup religieux, surtout. Okay. Voilà. Et qui prient beaucoup. Je pense que c'est en cela que je crois vraiment que aussi l'éducation d'un enfant appartient à Dieu, madame. Et c'est Dieu qui décide. Parce que nous, les parents, on peut tout faire. Hein. Dehors, quand l'enfant sort, on ne sait pas avec qui il est. Et là, il faut prier Dieu pour il est de bonne compagnie. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler quand l'enfant il sort de la maison. À la maison, peut-être on peut. Et même, encore faut-il qu'on arrive à le contrôler exactement, totalement à la maison. On n'y arrive pas. Oui. Bon. Et quand il est dehors encore, là, il est entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui permet d'avoir de bonnes compagnies. La compagnie a influence, je peux dire, à 80% un enfant. Oui. Oui. À telle enseigne que s'il a une mauvaise compagnie, tout ce qu'on lui dira à la maison, voilà. Donc, je peux dire que mes parents sont un modèle. Mes parents, ils ont été ténaces pour avoir réussi à nous éduquer avec le peu de moyens. Ma mère vendait des choses, comment dirais-je, des choses sur la tête et se baladait à travers tout à bobo. De la nourriture, des vêtements? C'est pas de la nourriture, c'est pas des vêtements, ce sont des écorces. Ah, des écorces d'arbres. D'arbres. Voilà, qui venaient directement du nord de chez nous au village. Des plantes médicinales. Oui, des plantes médicinales, des écorces. Voilà, on les attachait rond comme ça, et puis elle les chargeait sur sa tête, elle se baladait à travers à bobo pour les vendre. Et parfois, on va à l'école, quand on revient, on n'est pas encore de retour, on ne mange pas et puis on se retourne. Et très souvent, quand on est un peu chanceux, c'est sur le chemin du retour à l'école, on la croise en route. Ah. Oui, et là, quand on la croise en route, soit elle a acheté de la ticket pour nous, et puis bon, elle va former des boules, mettre dans la main, nous donner une pièce de 25, et puis bon, ça suffisait pour nous, quoi. C'était gagné, on partait. Donc, je peux dire aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Le cœur des enfants, c'est Dieu qui les façonne. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup les musulmans, parce que tout ce qu'ils font, ils prient Dieu. Ils disent que Dieu vous donne ceci, Dieu vous donne cela, que Dieu vous donne
Allah sababou numandam, Allah que Dieu, parce qu'ils savent que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le façonne, c'est Dieu qui l'endurcit ou c'est Dieu qui l'adoucit. Donc, c'est Dieu qui... Dieu, il a une place prépondérante dans ta vie, dans la vie, dans ma vie, dans la vie de tous les enfants d'ailleurs. Ouais. Voilà, parce que quand un enfant naît avec le cœur Dieu, c'est Dieu. Ouais. Et ton père? Mon père, il est décédé en 2021. Père à son âme. Mais aussi, voilà, il n'avait pas aussi de grands moyens. Avec ma mère, c'était un électricien en bâtiment. Ouais, il s'est débrouillé et je me rappelle que par moment, on dort la nuit et c'est quand il rentre à 21h, 22h, il a pu avoir quelque chose et puis on nous réveille, on va manger. Bon, enfin, bon, on s'est toujours pas, je dirais pas complu dans cette vie, mais on a... Vous étiez heureux? On était quand même heureux, voilà, et quand même heureux, épanoui. On n'enviait pas des gens. Et c'est pour ça aujourd'hui, ce sens de générosité, cette envie d'aider m'anime beaucoup. Parce que je me rappelle, il y avait un monsieur dans notre quartier qui s'appelait, on habitait la même cour, il s'appelait Monsieur Doudou, Tonton Doudou. Okay. Et chaque fête de Noël, c'est grâce à lui on avait des cadeaux. Ouais. Un homme généreux qui arrivait qui avait qui prenait de son argent et aussi d'autres partenaires, je crois bien. Et il organisait des arbres de Noël au quartier, il nous donnait des cadeaux, il nous offrait des cadeaux. Donc, vraiment. Et tout ça, ça marque. Tu as tout de ses nouvelles, Tonton Doudou? Je ne sais même plus où il est. On l'a perdu, je l'ai perdu de vue depuis très longtemps. Ouais. Mais tout ça, ça marque. Parce que, voyez-vous, vous êtes enfant et vous n'avez rien à apporter à quelqu'un. Mais cette personne se préoccupe de vous. Et cette personne, la fête arrive, il dit, ah tiens, il y a Jean-François qui est là, il faut qu'il ait un cadeau. C'est important, ça marque. Et quand vous grandissez avec ça, vous dites que vous avez ce devoir de transmission. Vous avez ce devoir, vous devriez aussi continuer, vous devriez poursuivre ce combat. Vous n'avez rien, mais vous l'intéressiez. Il se sentait obligé de vous aider. Et quand vous grandissez, quand vous êtes dans une position, il faut que vous le fassiez. Vous savez, les enfants chez moi au quartier m'aiment beaucoup, pas parce que je suis très beau, je suis pas... Tu as le sens de l'humour. Et pas parce que je suis... Et pas parce que je suis très beau, mais je dirais parce que, non seulement, très souvent, je suis le premier à les saluer. Ouais. Je suis le premier à aller vers eux. Je suis le premier... Je me sens... Face aux enfants, je me sens comment dirais-je, en position d'infériorité. Ouais. Face aux enfants, je suis en bas. Je me mets en bas. Parce que les enfants, je les trouve qu'ils sont au-dessus. Je me mets en bas et je fais tout de ne pas avoir raison sur un enfant. C'est ce qui fait que quand je suis face à un enfant, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je dirais même, de respect que je lui parle. Parce que les enfants sont un miroir. Ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Oui. C'est ce que vous donnez. Et ils sentent les bonnes âmes. Bon, oui, effectivement, ils ont ce flair. Ouais. Ils ont ce flair. Toujours chez moi, JFK, mais certaines personnes me viennent me dire, ah mais non, toi, il faut que tu déménages, on t'emmerde trop. Je dis non. Et si on arrête de m'emmerder, je ne serai plus épanoui, je ne serai plus heureux. C'est quand je vois tous ces enfants-là qui sont autour de moi, toute cette ambiance, c'est ça, c'est dans ça que je me sens. Je vais venir peut-être dans un quartier où on ne me connaît pas, où c'est trop l'individualisme. Je vais me sentir ennuyé. Ouais. Donc, quand je suis avec ces enfants, je suis dans mon élément. Parce que derrière, je sais que je suis un homme du peuple. Et je suis dans ce peuple. C'est pour ça, je pense que je vais faire les choses différemment. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais aussi mon épanouissement personnel aussi, ça compte. Quand je ne suis pas avec les gens, quand je ne suis pas avec les enfants, entouré, je ne me sens pas heureux. Donc, même si peut-être que je vais vouloir faire des choses, mais j'ai besoin d'être avec les gens pour être heureux. Donc, je serai toujours dans le peuple. Tu as bénéficié des valeurs que tes parents t'ont inculquées, également entouré de tes frères, tes sœurs aussi. Et je suis certaine qu'ils sont contents pour toi, tes frères et ta sœur aussi. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi actuellement? Enfin, ils sont bons, oui, vraiment contents. Bon. Oui, ils sont contents. Ils sont contents, mais en même temps, ils savent. Ils ont peur? Oui, justement, pendant qu'ils ont peur pour moi, moi j'ai peur pour eux. Moi, c'est pour eux que j'ai peur. Mais si vous voulez, je n'ai jamais eu peur pour moi-même. Oui, c'est ce que tu as dit. J'ai eu 2 fois peur, quand, bon, plus 2 ou 3. J'ai eu peur dans ma vie autour de 5 fois.
Voilà. J'ai eu peur quand ma fille naissait, Diamant. J'ai eu peur pour elle et sa maman. Ouais, j'étais là, je me dis, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce qu'on n'apprend pas à être père. Justement. Et j'ai eu peur pour ne pas qu'ils aient du mal. Ouais. Et sa mère et elle-même. J'ai eu peur pour mon fils aussi quand il naissait. Il est né autour de minuit 59 par là. Ouais. J'ai eu très peur parce que pour moi-même, ça aurait été moi, j'aurais pas eu peur. Je n'ai pas peur. Je me fais pas du souci pour moi. J'ai eu peur aussi à 2 reprises quand mon père a fait une crise. D'AVC? Pas AVC. Ok. Et j'ai eu peur aussi pour ma mère la dernière fois où elle a eu un accident de la circulation. Oula. Oui. Elle a été percutée par une moto, mais ça va. Dieu merci. Oui, c'est ça. C'est le seul moment où j'ai eu peur. Et j'ai toujours peur quand mes proches traversent des moments, quand ils doivent se déplacer, quand ils doivent voyager. Je me fais des soucis au regard de tout ce qu'il y a comme incivisme sur la route. Ouais. Donc, je prie toujours Dieu que tout se passe bien. C'est à ces moments que j'ai peur. Sinon, moi-même, j'ai pas peur. Tu es teigneux, tu es déterminé. Non. Mais je pense que les gens l'ont bien compris. Ouais. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'a pas peur. Ouais. Tu n'as pas peur de dire ce qu'il pense. Ah non. Ça, on l'a remarqué en tout cas. Quel est ton parcours? C'est vrai que tu es né à Bobo derrière Rail. Tes parents ont dû se sacrifier pour toi et tes frères et tes sœurs pour vos études. Déjà, quel petit garçon tu étais à l'époque? Tu n'étais pas timide à l'époque? Timide? Non, je ne dirais pas timide. Tu as toujours été chaud bien? Je suis toujours... c'est ça. Ok. Je suis toujours un homme c'est l'homme du peuple qui parle beaucoup, qui est curieux, qui veut tout t'apprendre, qui veut tout savoir. Voilà, et qui est... Voilà. Maintenant, en ce qui concerne mon parcours, il y a mon grand frère, notre frère aîné. Il s'est beaucoup sacrifié pour nous. Je pense que... C'est lui qui a payé vos études. Oui. Vous savez... Et quand vous avez de telles choses, tout ça, ça vous forge. Vous comprenez que dans la vie, chacun a son rôle à jouer. Et quand mon frère aîné, mon grand frère, lui, s'est sacrifié pour nous, c'est-à-dire, lui, il arrête les études au bac. Ah. Quand il a fini, il a eu son bac et il a dû mettre une pause pour se consacrer à une activité lucrative pour pouvoir s'occuper de ses petits frères et de ses parents. Ouais. Et ça, quand vous avez un grand frère déjà comme ça qui donne le ton, qui montre la voie. C'est un homme de mission. Un homme de mission, on ne peut que s'aligner. On ne peut que suivre. Parce que souvent, ce n'est pas évident d'avoir dans une famille l'aîné qui montre le bon exemple. Et quand déjà un grand frère qui montre le bon exemple, vous dit les gars, vous savez que on revient de loin, on est d'une famille, voilà, vous connaissez la situation. Voilà, moi je décide de me consacrer à telle activité pour vous aider, vous autres, pour vous pousser un peu devant. Quand on a des personnes comme ça, des grands frères comme ça, on ne peut que s'arranger, à ne pas les décevoir, essayer d'être toujours correct, essayer de... Voilà. Et jamais, moi, ils n'ont appelé mes parents à l'école, pour leur dire votre fils a fait ceci ou cela. Quand on les appelle, c'est pour les féliciter. Ah, vous avez votre fils, il est bien. Il est brillant à tel niveau. Il est brillant à tel niveau. De la 5e jusqu'à la terminale, j'ai toujours été premier en anglais. Ouais. Tout mon parcours. Premier. En anglais. Au lycée Modène d'Abobo? Au lycée Modène d'Abobo. Premier en anglais. Ça fait que y a certains élèves avec qui j'ai fréquenté qui m'appellent Good. Good. Parce qu'à chaque bonne réponse, very good. Good, very good. Quand le professeur répond, very good, 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 c'est resté, on m'appelle Good. On m'appelait Good en anglais. Pour dire bien, très bien, très bien, very good. Good, Mr. Kwasi. Good. Donc, c'est un peu ça. Tu n'as pas été harcelé à l'école? Harcelé, un petit peu. Un petit peu parce qu'on me trouvait un peu à l'écart à l'école. Voilà. À l'école, par contre, au départ, j'étais à l'écart de certains comportements qui ne cadraient pas avec mes valeurs. Oui. Voilà, tels que se moquer des gens, s'associer, se moquer des gens, voilà, se moquer de la tenue des gens, oui. d'un pantalon de kaki troué, d'un vieux pantalon ou soit c'est-à-dire d'un ensemble qui n'était pas uniforme, voilà, un ensemble discordant, c'est-à-dire
une certaine couleur de kaki en haut, l'autre en bas. Voilà, démariés. Parce que moi-même, déjà, je viens du ghetto. Oui. Je connais ce qu'il y a comme difficulté. Oui. Et nous-mêmes, souvent, à la rentrée scolaire, on a une tante qui avait un peu plus de moyens, et gentille, généreuse aussi. Les kakis de ses enfants, de nos cousins, qui sont encore nouveaux, qui n'ont pas peut-être porté parce qu'on leur coupe plusieurs kakis. Elle les assemble et vient nous donner. Ouais. Donc, c'est pas moi, JFK, qui vais me moquer de la tenue de quelqu'un. Ah non, parce que moi-même, j'ai dû être chanceux pour pour bénéficier d'un don de kaki. Donc, je ne peux pas me moquer de kaki. Donc, ça fait que des personnes des personnes qui perturbent les coups, des personnes qui... Non, je reste toujours à l'écart de cela. Parce que je ne veux pas... ce n'est pas des choses auxquelles j'aimais m'associer. Par contre, j'aimais être au devant des choses, diriger. J'étais président du club d'anglais, aller dans les salles des classes, parler aux gens. Ça, c'était une passion pour moi. Délégué aussi de classe ou délégué de classe, non, je refusais toujours parce que c'était trop de responsabilité. Trop de responsabilité, trop de pression. Après, vous n'avez même pas le temps de suivre les cours. Oui. Au moins, non, c'est ce qui faisait que je refusais toujours. Chef des classes, non. Mais par contre, j'ai été président du club d'anglais, j'ai été dans le conseil scolaire et voilà, j'aimais être impliqué au plus haut niveau dans la gestion, être au devant des choses, parler aux gens, aller voir les professeurs, parler, voilà. Et tout ce qui était surtout dans le bon exemple. Oui. Voilà, dans le bon exemple parce que je sais d'où je venais et je voulais aussi apprendre. Et tu as eu ton bac et tu as choisi d'évoluer dans la filière sociologie. C'est d'abord quand j'ai été admis au bac parce que j'étais, comme je l'ai dit, j'étais brillant en anglais. Tout de suite, on voulait m'orienter en anglais. Bien sûr, c'était évident. En anglais. Je dis non, mais je parle déjà anglais, je ne veux pas faire anglais, finir professeur d'anglais, je veux apprendre autre chose. J'ai voulu aller en droit. OK. Parce que je sais que moi, je suis celui qui n'est jamais d'accord. Tu aurais fait un bon avocat. Je sais. Franchement. Mais je ferai un bon avocat. Parce que tu vas reprendre, c'est ça? Ah, bien sûr. Les études de droit. Oui. Ouais. Je vais aller en droit. Ouais. Et je sais que je serai. Parce que c'est ma vocation première, défendre les gens. Ouais. Défendre les injustices. Pour défendre les injustices, pour équilibrer les choses, il faut connaître, il faut apprendre, il faut savoir ce que c'est le droit. Ouais. Et c'est pour cela que je vais en droit. Ouais. Parce que je vous promets une chose, et ça, c'est un challenge. D'ici 5 ans, il faut que je sois prêt pour défendre le droit des Ivoiriens à tous les niveaux. Ouais. Et là, aujourd'hui, je veux être député pour commencer. C'est un très bon début. Voilà, je vais être député pour commencer. Je fais le droit. C'est vrai que ce sont des études qui coûtent cher. Ça coûte cher, un peu cher, mais il faut que j'y aille. Il faut que je fasse le droit. Vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas trop vite juger les gens. Mm-hmm. Mais on ne peut pas juger, on ne peut pas reprocher à un enfant un jeune qui est issu d'un milieu défavorisé, qui peine même à joindre les deux bouts, de ne pas être calé en droit. Faire le droit, des études de droit, ça coûte cher. Oui. Voilà. Mais vous voyez, mais des gens, de manière simpliste, de manière... Juge. Ils vont dire, non, il n'a pas de... Mais vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas ce qu'il a traversé. Et on veut qu'il ait en même temps et des connaissances en droit à tous les niveaux et en Sciences Po à tous les niveaux. Oh, c'est des études qui coûtent cher. Allez vous renseigner à des universités privées. Vous verrez. Ouais. Le coût, c'est pas donné. Limite, on nous dirait que tu es pauvre, l'éducation n'est pas pour toi. Ouais. Mais je l'ai dit à NCI. J'ai dit, il a fallu qu'on rende l'école publique en 2000 pour que j'aille à l'école. Oui. On rend l'école publique gratuite. L'école publique gratuite, ouais. Merci. L'école publique gratuite en 2000 pour que j'aille à l'école. Parce qu'en 99, en 98, j'avais été scolarisé plus tôt. Okay. En 98, on m'avait mis au CPM. Mm-hmm. Mais on m'a renvoyé parce que les parents n'avaient pas les moyens pour payer au privé. Bien sûr. Donc, je suis revenu à la maison. Il a fallu, ma mère a dû attendre, mes parents ont dû attendre 2000. Et quand M. Laurent Gbagbo, le président, il a pris le pouvoir, et quand l'école publique était gratuite, ils ont lancé les inscriptions. Je me rappelle, j'étais au bras de ma mère quand nous étions dans la cour de l'école et
Ils étaient en train de demander, mais qui veut inscrire son enfant ici? Et puis elle a levé la main. Moi, avec mon extrait en main, je vous parle de quelque chose. C'est fort, ça. Mais c'est très fort. Ce sont des émotions, ce sont des expériences que je ne peux jamais oublier. Ouais. Donc, j'en parle même, j'en ai les larmes aux yeux, parce que il faut absolument que l'école soit gratuite, accessible à tout le monde. Parce que si je n'avais pas eu cette chance, je ne serais pas assis ici, en train de défendre ces idées. C'est vrai que bon, peut-être qu'un peu, avec un français un peu approximatif, mais je m'en sors un peu mieux par rapport à celui qui n'a pas eu cette chance. Ouais. Ce n'est pas négociable. Il faut qu'on rende l'école accessible à tout le monde. C'est pour ça que quand il y a la guerre dans des endroits, j'ai le cœur qui saigne. Parce que ces enfants-là qui n'ont rien demandé, qui sont victimes c'est-à-dire de l'ego de ces hommes politiques, de l'égoïsme de ces hommes politiques qui ne peuvent pas s'asseoir, s'entendre pour épargner à ces enfants qui viennent de naître, ces guerres fratricides, inutiles. Mais ces enfants n'ont rien demandé. Oui. C'est ce que je demande toujours, c'est ce que je dis toujours à M. Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a demandé pour que vous nous serviez la guerre? Qu'est-ce qui vous a empêché de vous asseoir pour nous éviter cela? Oui. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Moi, Jean-François Kouassi, si je dois être président de la République, que le sang d'un seul Ivoirien doit couler, je prends le peuple ivoirien à témoin. Je ne veux pas, je renonce. Je ne veux plus être président. S'il faut que j'arrive au pouvoir, le sang d'un seul Ivoirien doit couler, je ne veux plus être président. Si je gagne les élections, que quelqu'un est accroché au pouvoir et ne veut pas partir, ce n'est pas parce que je veux arriver au pouvoir pour arriver au pouvoir que je vais entraîner le pays dans la guerre. Ouais. Je renoncerai. Parce que c'est les Ivoiriens que je veux gouverner. C'est pour leur bonheur que je veux être président. Mais je ne viens pas pour les massacrer. C'est avec eux que je veux gouverner. Parce que je les aime, je les respecte. Et si je viens pour les massacrer, mais c'est qui je veux gouverner demain? Ouais. Voilà. Ce sont des valeurs, ce sont des valeurs avec lesquelles je ne peux pas transiger. Si mon arrivée au pouvoir doit entraîner ne serait-ce que l'effusion de sang, une seule goutte de sang d'un Ivoirien, je renonce. Tu as accroché à tes valeurs. Non, ça c'est indéniable. Parce que quand je rentre à la maison, on peut mentir à tout le monde. On ne peut pas se mentir soi-même. Ouais. Et moi, j'aime être tranquille. Quand je rentre à la maison, j'aime être tranquille. Quand je rentre à la maison, j'ai un miroir. J'ai 2 miroirs aujourd'hui. Mes enfants, comment est-ce qu'ils me voient? Ça n'a pas de valeur. Ça, c'est important. On peut tout dire de moi. Mais quand je rentre à la maison, comment est-ce que mes enfants me voient? Et ça, c'est sincère. Et ça, c'est ta vraie valeur. Et ça te suffit. Et ça me suffit. C'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, quand mes enfants disent « Ah, tu es le président », c'est ma première fille qui dit « Donc, comme on dit, tu es le président, tu fais le malin. » Mais Elle est fière de toi. Bah, voilà. Donc, j'espère pouvoir inspirer tous ces jeunes pour qu'ils aient des bonnes valeurs. On fait la politique pour le bonheur. Ouais. Et rien de plus. Ce n'est pas un moyen d'enrichissement personnel. Non. L'argent, madame, quand Koumoussa était très riche, oui. il s'en est allé, il n'a même pas emporté un centime, un seul gramme d'or. L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité. Un Malien. Il n'a même pas emporté un seul gramme d'or. Mais ça sert à quoi d'amasser toutes ces fortunes et puis voir des gens périr autour de nous? En tout cas, je ne veux pas être ce JFK. Peut-être que mon cœur n'a pas encore été endurci jusqu'à ce point. J'ai bon espoir qu'il ne sera pas. Mais c'est pas moi, c'est pas ça. Ce ne sont pas ces valeurs qui m'animent. Tu as parlé de reprendre tes études de droit. Ça demande de l'argent, comme tu l'as dit. Bien sûr. Aussi, se préparer pour des élections législatives, plus tard pour les présidentielles, ça demande aussi des moyens. Même si tu as des bénévoles autour de toi, des personnes qui croient en toi, ça demande aussi des moyens. Comment tu mobilises ces moyens? Déjà, qu'est-ce que Jean-François Kouassi fait au quotidien en dehors de la politique? Tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur dans quel domaine? Et comment tu comptes mobiliser de l'argent pour tenir jusqu'à les législatives, bon c'est bientôt, mais surtout les présidentielles? Alors, il faut dire que Jean-François Kouassi, il s'est essayé à l'entrepreneuriat. On a un moment. Mais il faut dire, ça s'est écroulé, j'ai fait faillite. C'était dans quel domaine? C'était dans le domaine de l'aviculture. J'ai eu beaucoup de problèmes. Bon, peut-être que c'est parce que je suis trop gentil, beaucoup naïf. Ah, tu t'es fait escroquer? On s'est fait escroquer. Parce que des gens, nos poulets étaient arrivés à maturité, des gens sont venus nous voir.
parce que c'était une période où c'était une période de vache maigre. Oui. Voilà, donc les gens sont venus nous voir. Il fallait aussi qu'on évacue les sujets puisque ça nécessitait beaucoup de moyens de les entretenir. Puis quand le marché est sec. Donc voilà, on a été crédules, on s'est fait avoir. Ils ont pris les poulets de plusieurs. Beaucoup, ils sont partis, ils sont plus revenus. Wow. Voilà, ils nous avaient montré où ils vendaient, mais ils ont détalé. Ils sont plus revenus. Et puis bon, derrière ça aussi, on avait construit fraîchement des fermes sur des sites, des terrains. On a eu des problèmes avec le propriétaire. Bon, enfin, on n'a pas eu affaire au vrai propriétaire, pas personne interposé. Donc, du coup, le propriétaire, derrière, il a vendu son terrain à un nouvel acquéreur. Donc, le nouvel acquéreur voulait son terrain pour commencer ses travaux. Donc, là, on a encore fait des investissements à perte parce qu'on venait fraîchement de construire des fermes à plusieurs millions. Ouais. Donc, tout ça nous ont mis à terre. Et puis, bon, d'autant plus que maintenant, je suis un peu occupé par les questions politiques. Ça fait que je n'ai plus trop le temps de... Voilà. Mais bon, quand même, quand tout ça va bien se calmer, on va voir comment est-ce qu'on va rebondir. Est-ce que tu considères que tu es fait pour l'entrepreneuriat? Oui, je suis fait pour l'entrepreneuriat. Je peux entreprendre, mais aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué chez moi. Je peux entreprendre, mais pas être au devant des choses. Oui. Parce que vous savez, quotidien, dedans. Tout le monde sait que, voilà, je vous dis pas l'une des véritables raisons pourquoi j'ai fait faillite. Tout le monde sait que c'est l'entreprise de JFK, Jean-François Kouassi. Donc, tout le monde vient prendre du poulet gratuitement. Tout le monde vient prendre des choses parce qu'il est généreux. Tu es gentil. Très souvent, je suis là. Oui. Et une maman qui vient. Ah, mais Jean-François, JFK, je n'ai pas mangé. Donnez-lui. Mais c'est pas parce que moi, je dois faire de l'argent qu'une maman n'a pas mangé, je ne vais pas lui donner du poulet. Ouais. Donc, en fait, voilà. Si je dois faire l'entrepreneuriat, c'est pas moi qui serai au devant des choses. Je ne pourrais pas, sans vous mentir, je ne peux pas. Même si j'ai de l'argent ici, si je sors là, même si c'est mon transport, que quelqu'un se présente à moi, il n'a pas mangé, je vais le donner. Oui, mais ça, les hommes politiques font ça. Hein. Oui, même si c'est mon transport. Ça, c'est pas une question d'homme politique, ça, c'est JFK, dans son côté humanité. Et dans ça, c'est comme ça il est. Et je ne vais pas donner pour les beaux yeux des passants, pour qu'on dise je suis généreux. Non. La plupart des dons que je le fais dans la discrétion. Parce que derrière... Si vous voulez, il y a des personnes qui nous ont aidés tout en gardant notre dignité, tout en préservant notre image. Oui. Donc, les vrais dons se font dans la discrétion. Les vrais dons se font dans la discrétion. Ah, c'est fort. C'est ça. Et mes amis, j'ai très peu d'amis, ils le savent, ils le savent. Et ils savent, quand JFK fait un don, il ne veut pas qu'on en parle. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi-même. Et je le fais pour Dieu. C'est ça. Quand je le fais, voilà pourquoi je veux que ça soit discret. Yeah. Quand tu en parles, les bénédictions qui doivent me revenir, tu vas les atténuer. Yeah. Et je ne veux pas que tu en parles. Et je ne veux pas que tu en parles aussi pour que tu gardes, toi, la face. Tu gardes la face. Yeah. Mais il ne faudrait pas que... Ce n'est pas nécessaire de savoir que c'est JFK qui t'a acheté le petit déjeuner. Yeah. Qui a besoin de l'entendre? Non. Je n'ai pas besoin de le faire aussi pour... le montrer aux gens pour qu'on dise JFK est généreux. Non, je n'en ai pas besoin. Et parce que aussi tu es mon ami. Parce que aussi tu dois garder ta dignité. Tu dois garder la face. Tu dois toujours paraître un homme digne. Et pour cela, il est de mon devoir de te protéger. Parce que demain, je peux aussi me retrouver dans la même situation. Tu vas me protéger. Et je n'aimerais pas que tu m'exposes aussi. Ouais. C'est comme ça. Donc, les vrais dons se font dans le silence, dans le secret. Et les personnes que vous voyez, vous avez l'impression qu'elles n'aident pas. Didier Drogba, les gens pensent qu'il n'aide pas. Non. Coucou Didier. Il a une autre mentalité. Ouais. Les dons, on fait trop de dons avec trop de bruit. Trop de bruit. Il n'est pas dedans. Ouais. Parce que lui, il sait ce qu'il gagne. C'est Dieu qui lui donne. Donc, il sait aussi ce qu'il donne. Il n'a pas besoin de le dire. Et les gens n'ont pas besoin de savoir. Exactement. Parce que ce n'est pas pour vous qu'il le fait. De toute façon, Dieu l'a béni, c'est comme ça qu'il rend à Dieu, l'appareil. Mais les gens n'ont pas besoin de le savoir. Yeah. Et c'est comme ça. Les grands, ceux qui font les grands dons, vous ne le saurez pas. Yeah. Et ça va rester en secret. Parce qu'ils ne le font pas pour vous. Ils vont toujours prospérer, vous n'allez pas savoir pourquoi. Mais c'est pour Dieu ils le font. Ils comprennent le code. Ils comprennent le code. Yeah. Voilà. Après aussi, bon, peut-être que
comme JFK est devenu politicien maintenant... Ah, tu ne pourras plus te cacher, hein, les gens te voilà. filment quand tu as fait des dons. Je serai filmé dans toutes choses maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre, est-ce que déjà tu lis beaucoup? Et est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, qui a peut-être fait aussi le JFK que tu as aujourd'hui, parmi tous les livres que tu as lus? Et pourquoi? Avant, j'étais un bon lecteur. Mm-hmm. Avant, j'étais grand lecteur. Il faut dire que ce goût de la lecture m'a été transmis par mon beau-père, qui est un grand lecteur. Ah ouais, ce gars, il a lu presque tous les livres. Oh là là. Il a le parler facile, il a les mots pour tout. Donc lui, franchement, il m'impressionnait trop. Donc je voulais aussi, j'étais curieux. Mais comment tu arrives à parler? Comment on appelle ça? Il connaît. Il maîtrisait tout parce qu'il a lu. Il lit, il est tout le temps en train de lire. Il dit non, mais il faut que j'apprenne à lire. Ah, c'était en 6e. Donc chaque fois, il m'apportait les bouquins français. Flaubert, Gustave Flaubert, de Maupassant. Il apportait des bouquins. Je m'essayais, il m'initiait à la lecture et j'y prenais goût. Et ça faisait voyager. Je suis assis là. Oui, les livres font voyager, oui, ça. À la cabine de mon frère, en train de l'aider et puis bon, je voyage. Tu es à l'autre bout du monde. Ah oui, je suis en train de voguer, je navigue. Et vraiment, j'espère que notre jeunesse d'aujourd'hui pourra se reprendre en main et puis commencer à lire. Quel est le dernier livre que tu as lu dernièrement? Tout se trouve dans les livres. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Nicolas Sarkozy. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me fais penser un peu à lui, dans la gestuelle. Il m'impressionne. Il est bon. Nicolas Sarkozy, si vous voulez, il m'inspire beaucoup. Bon, au-delà de ses casseroles politiques. Hein. Non, je ne parle pas de ses casseroles politiques. Je ne parle pas de l'homme politique. Bon, je parle pas des... de tout ce qu'il traverse en ce moment, mais je parle c'est-à-dire... Il y a quoi, la carrure? Je parle de la carrure, je parle de la compétence de l'homme, je parle de son éloquence, je parle de sa maîtrise, je parle de son influence, de son aura. Ça t'a beaucoup inspiré? Oui, il est inspiré. Petit, pas grand. En fait, tu me fais sourire parce que ça me fait penser à la vidéo de... comment il s'appelle? Frédéric Dia, qui, pendant qu'il partait en prison, l'Ivoirien, qui était en train qui a pleuré, qui a crié dans la rue de Paris. Effectivement. Il a une influence sur beaucoup de jeunes en politique aussi. Bah oui, mais c'est pas... Mais faut voir, en toute chose, il faut voir les qualités de l'homme. Ouais. C'est un brillant avocat. Un très brillant avocat. On l'oublie souvent, ça. Ah oui, on oublie ce volet, c'est un brillant avocat. Ouais. Et il ne faut pas chercher à savoir les casseroles du monsieur, mais cherche plutôt à voir le côté positif qui peut toi t'aider. C'est un brillant, il est éloquent. Prendre le meilleur dedans. Voilà, et je le suis, je l'écoute souvent, ses vidéos il fait, où il donne des conseils, mais effectivement, où il dit par exemple que on doit aimer l'échec parce que l'échec fait grandir et l'échec fait mal. Et quand on tombe, on ne veut plus retomber. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Là, ça sera ma dernière question. Hein. Tu as cette nouvelle stature d'homme politique. Tu n'es plus seul. Tous les Ivoiriens te suivent. Je vois les vidéos où tu marches dans les rues, les jeunes, les lycéens, les écoliers, les jeunes universitaires te courent derrière. On veut des photos, on veut des autographes. On t'évite partout aussi. Oui, on veut te recevoir. Tu as un agenda hyper chargé. Tu n'es plus seul. Qu'est-ce qui te permet de te détendre, on va dire? Au-delà de la lecture, par exemple, quand tu n'as pas d'agenda, qu'est-ce qui te détend, JFK? Il faut savoir que nos hommes politiques, au-delà de toutes les critiques, c'est des personnes qui ont un grand vide. Si vous voulez, un homme politique, normalement, qui fait bien son travail, c'est quelqu'un qui donne tout, qui ne reçoit rien. Ouais. Parce que très souvent, regardez aujourd'hui, JFK a commencé depuis quelques temps, mais JFK n'a même plus le temps pour lui-même. Ouais. Pour parler de ses enfants, de sa famille. Donc imaginez-vous que j'ai encore plus de responsabilités. Est-ce qu'on te demande comment ça va souvent? Est-ce qu'on prend de tes nouvelles pour comprendre? Est-ce que tu vas bien?
Non, je veux dire au quotidien, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que les gens te demandent, est-ce que tu vas Oui, bien? on me demande. Parce qu'en général, on prend tout, on te demande beaucoup. Oui, on me demande, les gens me demandent. Mais moi, comme moi, je le dis, mon équipe souvent me dit, mais attends, mais d'où tu trouves toute cette énergie? Tu n'es jamais malade, tu es toujours là d'attaque, toujours là, jamais fatigué. Je dis, mais c'est comme ça, je sais pas, c'est une énergie qui me vient de Dieu. Donc vous voyez, les hommes politiques sont ceux qui donnent tout. Mais au-delà de tout le luxe, tout le peut-être le confort qui les entoure, c'est des gens qui sont vides de l'intérieur. Ils n'ont rien. Je dirais même limite malheureux, au fond. Ils n'ont pas le temps de voir leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Rien. Ça fait que pour la plupart des hommes politiques que je connais, ils sont toujours en froid avec leurs enfants. Ouais. Parce qu'ils ne sont jamais là. Est-ce que ça va t'arriver? Mais je pense que peut-être que si c'est le prix peut-être à payer, parce qu'en toute chose, il y a un prix à payer. Si c'est le prix à payer parce que je suis fait pour servir. Et la mission est plus grande que toi. Et la mission dépasse ma propre personne qui est là. C'est quelque chose que moi-même, madame, je vous le dis, si je voulais m'arrêter, je ne saurais m'arrêter. Ouais. Et personne ne saurait m'arrêter, c'est Dieu seul qui pourrait m'arrêter. Je ne peux plus m'arrêter. Je ne sais pas, je ne saurais m'arrêter. Donc, si c'est le prix à payer, ce sera peut-être le prix à payer. Mais je vous dis que tous les hommes politiques, au fond, il y a un vide. Parce que, à l'idée de savoir que, bon, on a tout ce confort, tout, peut-être, oui, les gens pensent qu'on a tout, tous ces gens qui veulent nous voir. Mais l'essentiel même, on ne l'a pas parce qu'on est en froid avec nos familles, nos enfants. Très souvent, peut-être, si la madame n'est pas politique, elle est fâchée. C'est ça, c'est vrai. Et pourtant, ça, c'est essentiel dans la vie d'un homme. Parce que c'est vrai, d'ailleurs, oui. Derrière, c'est beau, souris, mais quand tu rentres à la maison, maintenant, quand tu rentres à la maison, tes enfants, est-ce qu'ils sont contents? Ouais. Est-ce que Et ça fait combien de mois que tu ne les as pas vus? Voilà, ça, c'est la réalité qui est là. Et déjà, je le savais avant, mais maintenant, je comprends mieux. Donc, derrière tous ces gens, vous voyez, qui font mine d'être heureux, derrière se cachent des grandes tristesses. Des douleurs. Ou des douleurs, qui ne disent pas. C'est pour ça que certains se braquent et se renferment. Mais je pense qu'ils ne devraient pas le faire, ils devraient plutôt être heureux parce que c'est la voie qu'ils ont choisie. Voilà, c'est ça, c'est la vocation. Il y a un prix à payer en toute chose. Et tu l'assumes, ce prix. il faut l'assumer, il faut toujours l'assumer. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, il y a un prix à payer quelque part. Ouais. Voilà. Et je pense que ça sera le prix. Mes enfants savent déjà que ils ont affaire à un papa qui est public et ça sera comme ça va plus s'arrêter. Donc, ils vont apprendre à vivre avec, ils vont apprendre à s'habituer. Et ils seront fiers de leur père. J'espère bien. En tout cas, ils seront fiers. Heureux de te voir réussir dans ce que tu as choisi. Oui, en tout cas, je sais qu'ils seront fiers. Et je peux pas, je sais qu'ils seront fiers en termes de valeurs que je défends. Parce que c'est ça, c'est ce qui est le plus important. Je veux être le premier modèle de mes enfants. Pas peut-être en termes de réussite, mais en termes de valeurs que je leur transmets. Et tu vas y arriver. C'est pas une question, les valeurs, c'est pas une question des montagnes d'argent. Non. Mais le respect même qu'ils ont, peu importe pour la personne qui est en face. Et tu vas y arriver. J'en suis certaine. Est-ce que si tu avais un dernier mot avant que je conclue cet épisode très profond, très enrichissant, je pense que sur certains plateaux, tu n'auras pas l'occasion d'autant te dévoiler et tout. Et pour moi, c'était important de voir au-delà de la carrure de l'homme politique qui est en train de se dessiner, de se façonner sous nos yeux, parce que tu es en train de te façonner comme ça, sous les yeux du public, du peuple ivoirien. Et on voit déjà ce qui va en ressortir dans quelques années. Si tu avais un mot donc pour mes chers abonnés, et également tous ceux qui vont tomber sur cet épisode, sur cet entretien, cette discussion, qu'est-ce que tu leur dirais du plus profond de ton âme? Je voudrais leur dire tout simplement que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui croisent les bras et qui attendent que les choses bougent, que les choses changent. Et il y a ceux qui se lèvent, qui refusent de les accepter, qui se disent, mais eux-mêmes, ils peuvent changer les codes, ils peuvent modeler les choses, ils peuvent façonner les choses pour les rendre meilleures pour la société. Ils peuvent faire bouger les choses. Et je pense que je fais partie de cette deuxième catégorie, de ceux
qui agissent, de ceux qui ne se contentent pas de s'asseoir, de regarder, d'observer. Il faut agir, il faut se lever. Quoi qu'on fasse, quel que soit leur domaine, il faudrait qu'ils se lèvent, qu'ils fassent bouger les choses. Parce que les choses sont dynamiques, mais souvent, elles attendent seulement le déclic. Elles attendent seulement cette personne qui va se lever et qui va élever la voix, qui va la porter. Donc, c'est ce petit conseil que je peux donner à tous ces jeunes qui sont là, encore indécis dans leur coin, qui se posent beaucoup de questions. De toutes les façons, on ne sera jamais assez prêt. Et tant qu'on ne se lance pas, souvent aussi, on ne connaît même pas sa vraie valeur. On ne peut pas mesurer sa valeur tant qu'on n'est pas à l'œuvre. Ouais. Et donc, il faut se lancer. Et on ne naît pas avec l'expérience. L'expérience s'acquiert. Mais si on ne commence pas, peu importe notre âge, on ne sera jamais expérimenté. Ouais. Il faut commencer quelque part pour acquérir de l'expérience. Et on a le droit de se tromper. Il ne faudrait pas qu'il regarde le jugement des gens. On a le droit de se tromper. Parce que se tromper fait partie du process. Exactement. On a le droit d'échouer. Échouer fait partie du process. Mais le plus important, c'est notre capacité à nous relever. Ouais. Et à poursuivre le combat. Et si des jeunes veulent apprendre avec toi, est-ce que c'est possible? Des jeunes qui veulent s'engager en politique, parce qu'il faut qu'il y ait plus de JFK. Bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent venir vers toi? Et tout à fait. Je ne suis pas là pour une promotion personnelle. Je suis là pour une vision que je veux partager avec la jeunesse. Et je me réjouis aujourd'hui que cette vision, elle a été bien reçue. Et aujourd'hui, les jeunes, partout, ils commencent à comprendre que, attention, on peut aussi le faire. Attention, on peut le faire. Et même, je pense que, Madame Edith, je pense que la politique ne sera plus jamais violente comme elle a été. Ouais. C'est fini, ça. C'est fini. On y croit. C'est fini. Non, je vous le dis, c'est fini parce que déjà, tous ces jeunes derrière que JFK est en train de se contaminer avec le syndrome JFK, tous ces jeunes, quand ils vont descendre dans l'arène, mais ils vont comprendre que c'est autre chose. On va faire le débat. C'est ça. On va imposer le débat. Et il n'y aura plus jamais de coup d'État dans ce pays. Parce que, vous savez, la population sera tellement éduquée et tellement impliquée que l'armée ne pourra que être républicaine et être là, dans son rôle, nous accompagner. Oui. Celui qui gagne, elle est avec lui. Exactement. C'est ça. Avec des transitions pacifiques. Pacifiques. Parce que le véritable pouvoir, le peuple, il sera au peuple. Et le peuple va s'imposer par le débat, par les idées, par la discussion. Ça fait rêver. Moi, j'y crois. Et je veux que ça se réalise. Et je suis certaine que vous aussi, vous voulez que ça se réalise. Et tu montres la voie. Tu as, comme on dit, tu as enfoncé une porte comme ça. Oui. Et on se réveille, on voit, mais ah oui, mais c'est possible. Si lui le fait, si lui le dit, sans avoir peur, s'il s'impose comme ça dans l'espace médiatique public, qu'il agit avec audace, mais pourquoi pas moi, jeune? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? En tout cas, merci JFK. Merci à vous et vraiment, ça a été un plaisir. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Et on se dit à bientôt pour la suite. Oui. Nous, on va te suivre pour les législatives. On te souhaite très bonne chance pour Cocody. Ah oui, bien sûr. Et on a hâte de t'entendre, de voir tes propositions. Oui. Et de voir ce qui va se passer après. On a beaucoup de propositions parce que ces propositions, si vous voulez, elles ont été élaborées en tenant compte de la vie des gens et de toutes les couches sociales et de différents secteurs d'activité. Ouais. Ce n'est pas des propositions qu'on a inventées. On allait voir le peuple, on allait leur parler. On a recueilli leurs propositions, leurs problèmes. Et ensemble, nous avons élaboré les propositions de loi. Donc, ce sont des propositions de loi qui émanent directement du peuple. Très bien. Donc, assurément que ces propositions sauront répondre de manière efficace et de manière adaptée à leurs besoins, à leurs problèmes. On en est certain. Et le peuple, je vous demande donc de liker cet épisode, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et surtout, de laisser des commentaires en dessous de la vidéo, vos réactions, si vous avez déjà eu à échanger avec le président JFK, ce que vous pensez de lui, vos messages de soutien pour lui. N'hésitez surtout pas à vous lâcher dans les commentaires et surtout à partager cette vidéo parce que d'autres personnes ont besoin de voir cet entretien pour être boostés. Il faut croire en soi et JFK
croit en lui et on croit en toi également. Merci beaucoup. Merci et la jeunesse doit croire en elle. Exactement. Je dis à toute la jeunesse, elle doit croire en elle. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.